Un agent de sécurité d'un centre commercial a trouvé une fillette de 9 ans endormie dans une cabine de toilette. Lorsqu'il lui a demandé où étaient ses parents, elle lui a montré des photos terrifiantes qui lui ont donné des frissons dans le dos. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Michael Donovan jeta un coup d'œil à sa montre, 23h42. Plus que 18 minutes et son service serait terminé. 18 minutes avant de pouvoir regagner son petit appartement d'une chambre, se verser 2 doigts de whisky et s'endormir devant n'importe quel programme de fin de soirée qui scintillerait sur son écran de télévision. Les néons du centre commercial bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant une lumière froide et implacable qui rendait presque noir son uniforme bleu marine de sécurité. « Et Mike, tu veux faire le dernier tour ? Je dois finir de traiter ces rapports d'incidents à propos des ados qu'on a attrapés en train de voler chez Sears », grésilla la voix de Randy Jensen à travers la radio accrochée à l'épaule de Michael. Michael soupira en tendant la main vers la radio. « Reçu, je m'occupe de la dernière ronde », répondit-il d'une voix particulière, calme, mais autoritaire, vestige de ses 15 années dans la police. « Merci, mec, je te revaudrai ça », dit Randy, visiblement soulagé même à travers les grésillements. Michael commença sa patrouille méthodique dans le centre commercial à 2 étages. Ses pas résonnaient dans les couloirs vides tandis qu'il passait devant des vitrines plongées dans l'obscurité, mannequins figés dans des poses à la mode, bijoux enfermés derrière des grilles métalliques, appareils électroniques retirés des présentoirs. Le centre commercial de nuit lui avait toujours rappelé un musée après la fermeture. Tout était conservé derrière des vitres, en attente de la foule du lendemain. Il y avait un certain réconfort dans cette routine, vérifier les sorties de secours, s'assurer que la zone de restauration rapide était bien fermée, confirmer que toutes les boutiques avaient baissé leurs rideaux de sécurité. Michael faisait cela depuis 3 ans, depuis qu'il avait rendu son badge et son arme après l'incident Keller. Le souvenir l'assaillait encore parfois, une dispute conjugale qui avait terriblement mal tourné, un garçon de 6 ans pris entre 2 feux lorsque le père avait brandi une arme inattendue. Michael était entré le premier. Sa thérapeute lui répétait qu'il ne pouvait pas savoir, qu'il ne pouvait l'empêcher, mais ce genre de raisonnement ne suffisait pas à alléger le poids qu'il portait. Ce travail de sécurité était plus simple, pas de décision de vie ou de mort, juste des couloirs vides, et de temps en temps, un adolescent à problème ou un enfant perdu à gérer. Alors qu'il approchait des toilettes près de l'entrée, Michael remarqua quelque chose d'inhabituel, un mince filet de lumière sous la porte des toilettes pour femmes. L'équipe de nettoyage n'était pas prévue ici avant minuit, et la plupart des boutiques étaient fermées depuis plus d'1 heure. Probablement Mariana qui commence plus tôt, grommela-t-il, en parlant de la responsable du nettoyage de nuit. Néanmoins, la procédure restait la même. Michael frappa fermement à la porte des toilettes. « Sécurité. Il y a quelqu'un ? Le centre commercial est fermé. » Seul le silence lui répondit. Il frappa à nouveau, plus fort. Ici la sécurité du centre commercial, si quelqu'un est à l'intérieur, répondez s'il vous plaît. Le centre est fermé depuis 23 heures. Sans réponse, Michael porta la main à sa radio. Randy, c'est Michael. Je suis aux toilettes de l'entrée et... Il y a de la lumière dans les toilettes pour femmes mais personne ne répond. Je vais aller voir. Bien reçu, besoin de renfort ? Demanda Randy. Michael faillit rire. Le truc le plus dangereux qu'il ait rencontré depuis des années était un raton laveur qui avait réussi à s'introduire dans la zone de chargement. Négatif. Probablement juste une lumière restée allumée. Je vais m'en occuper. Le centre est fermé, annonça-t-il une dernière fois avant de pousser lentement la porte. Sécurité, j'entre. Les toilettes avaient le design habituel d'un centre commercial. Murs carrelés couleur beige, éclairage fluorescent, une rangée de lavabos et de miroirs piquetés, et 5 cabines alignées au fond. L'endroit sentait le produit d'entretien industriel et le savon pour les mains. Il y a quelqu'un ? C'est alors qu'il l'entendit, une petite inspiration aiguë provenant de la dernière cabine. Par réflexe, Michael porta sa main là où se trouvait habituellement son arme de service, pour ne rencontrer que le vide à sa hanche. Vieux réflexe. « Je t'entends là-dedans », dit-il en adoucissant le ton. « Je ne vais pas te causer d'ennui, je veux juste que tu sortes. Le centre est fermé pour la nuit. » Pas de réponse, mais il percevait un léger mouvement derrière la porte. Michael s'approcha lentement, ses semelles en caoutchouc crissant légèrement sur le sol carrelé. « Écoute, je comprends si tu traverses un moment difficile. Je peux aider, mais tu dois me dire ce qui se passe. » Arrivé à la hauteur de la cabine, il remarqua un détail, un petit sac à dos violet usé, orné d'une licorne, qui dépassait sous la porte.
Son cœur se serra, un enfant. Salut, dit-il d'une voix plus douce. Je m'appelle Michael, je suis agent de sécurité ici. Ça va, là-dedans? Un bref silence, puis une petite voix tremblante. Tu vas me faire partir? Une voix de fille, jeune, peut-être 8 ou 9 ans, estima Michael. Eh bien, le centre est fermé, donc à terme, oui. Il s'agenouilla pour paraître moins imposant, même si la porte les séparait toujours. Mais je veux surtout m'assurer que tu vas bien. Comment tu t'appelles? Un long silence. Finalement, le loquet de la cabine cliqueta et la porte s'ouvrit lentement. La fillette qui apparut était menue pour son âge, avec des cheveux châtains clairs tirés en une queue de cheval emmêlée. Elle portait une doudoune bleu marine fermée jusqu'au menton, un jean et des baskets qui s'illuminaient quand elle avança d'un pas timide. Ce qui frappa le plus Michael, ce furent ses yeux, grands, marrons, et animés d'une méfiance d'adulte chez une enfant de 9 ans. « Ma maman est à la maison », dit-elle prudemment en serrant dans sa main un petit appareil photo numérique avec James. « James est ton père ?» demanda Michael en restant à sa hauteur, un genou au sol. Emily secoua la tête. « Mon beau-père. » Il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer « beau-père » qui hérissa les poils dans la nuque de Michael. Une émotion froide, comme si elle contrôlait soigneusement sa réaction à ce mot. « Est-ce qu'ils savent où tu es en ce moment ?» Le regard d'Emily se baissa vers le sol. « Non. » Michael hocha lentement la tête. « Je vois. Et depuis combien de temps es-tu ici ?»« Depuis que les magasins étaient encore ouverts, » répondit-elle en frottant d'un geste nerveux la pointe lumineuse de sa basket. « J'ai acheté un bretzel avec mon argent de poche. » Ce qui signifiait qu'elle se cachait depuis au moins 2 heures. Michael jeta un œil à son sac à dos, remarquant à présent qu'il était bourré à craquer, la fermeture prête à céder. « Ça fait long, pour rester dans des toilettes. Tu comptais passer la nuit ici ?» Emily leva légèrement le menton. « Peut-être. Je ne sais pas encore. » Michael reconnut les signes, un enfant en détresse, mais qui hésite à demander de l'aide directement. Il avait vu ça des dizaines de fois au commissariat. La clé était de gagner sa confiance, pas à pas. Tu dois avoir froid dehors, et ces toilettes ne sont pas l'endroit le plus confortable pour dormir. Il offrit un petit sourire. Ça te dirait d'aller à mon bureau? Il fait plus chaud et j'ai de quoi grignoter. Tu as l'air d'avoir besoin de quelque chose d'un peu plus consistant qu'un bretzel. Emily scruta son visage, comme pour déceler un piège. Ses doigts crispés sur l'appareil photo. Tu vas les appeler? La question était directe, sans détour. Qui? Tes parents? Fit Michael. Elle hocha la tête, l'air grave. Eh bien, il faudra bien que quelqu'un sache où tu es, Emily. Les gens doivent sûrement s'inquiéter pour toi. Une ombre traversa son regard. Personne ne s'inquiète. Pourquoi tu dis ça? Plutôt que de répondre, Emily tendit brusquement l'appareil photo qu'elle tenait serré entre ses mains. Tu veux voir pourquoi je ne peux pas rentrer? Le ton de sa voix fit se nouer l'estomac de Michael. Il hocha la tête, prenant délicatement l'appareil qu'elle lui tendait. Oui, j'aimerais voir. Emily pressa le bouton « Lecture », puis recula, les yeux braqués sur lui pendant qu'il regardait la première image. On y voyait un salon en plein chaos, une table basse renversée, des livres éparpillés au sol, ce qui semblait être les morceaux d'un cadre photo brisé. Michael avait vu des scènes similaires en intervenant sur des disputes conjugales. Il leva les yeux vers Emily, qui restait impassible, puis appuya sur le bouton pour visionner la photo suivante. Celle-ci lui coupa le souffle. Une femme, probablement la mère d'Emily, gisait contre un mur, le visage partiellement visible, marqué d'un œil tuméfié. Des flacons de médicaments vides traînaient à proximité. Les clichés suivants montraient d'autres signes de destruction. Un trou de la taille d'un poing dans la porte d'une chambre, une cuisine avec de la vaisselle cassée au sol, puis des images plus troublantes encore, en gros plan, de bleu sur ce qui semblait être les bras et le cou de la mère, à différentes périodes. Puis vint une photo qui éveilla instantanément les instincts de Michael. Un homme, rouge de colère, saisi en plein mouvement alors qu'il lançait quelque chose à travers la pièce. L'image était légèrement floue, comme prise à la hâte ou par une main tremblante, mais la menace était indéniable. Michael baissa lentement l'appareil, plongeant son regard dans celui d'Emily. Ses yeux à elle étaient secs, son visage fermé, mais ses mains tremblaient légèrement. « Quand as-tu pris ça, Emily ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Hier soir, murmura-t-elle. Il était vraiment en colère, pire que d'habitude. Maman m'a dit d'aller dans ma chambre, mais j'ai entendu des choses se briser, alors j'ai pris des photos, comme elle m'avait appris, pour avoir des preuves. Mais il m'a vu. » Sa maîtrise vacilla un instant.
Il a dit qu'il allait casser mon appareil, et maman m'a crié de fuir, alors je l'ai fait. J'ai pris mon sac de secours et je suis parti par ma fenêtre. Michael réfléchissait à toute vitesse. La fillette errait seule depuis la veille, on ne savait où, avant de se réfugier dans le centre commercial. Et sa mère? L'image de la femme étendue au sol, entourée de flacons, le glaça. Emily, dit-il prudemment, tu sais si ta maman va bien? Tu as pu lui parler depuis? Emily secoua la tête, les larmes montant enfin à ses yeux. J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas. James regarde parfois son téléphone. Elle serra son sac plus fort. Je comptais rentrer aujourd'hui, mais quand je suis passé devant notre immeuble, sa voiture était toujours là, et j'ai eu trop peur. Michael prit une décision qui enfreignait le protocole du centre, mais qui répondait à un instinct plus profond, le même qui faisait de lui un bon policier, autrefois. Emily, je veux t'aider, toi et ta maman. Est-ce que tu me fais assez confiance pour venir dans mon bureau? On verra ensuite quoi faire, d'accord? Elle hésita, puis hocha la tête en essuyant vite une larme du revers de la manche. Je m'appelle Michael, au fait, Michael Donovan. Je sais, répondit Emily d'une voix faible. C'est écrit sur ton badge. Malgré la situation, Michael esquissa un petit sourire. Observatrice, hein? Je peux porter ton sac? Il a l'air lourd. Emily secoua vivement la tête, serrant les bretelles sur ses épaules. Non merci. Je peux le garder. Très bien. Mon bureau est par ici. Tandis qu'il traversait le centre commercial désert, Michael gardait une certaine distance, laissant Emily choisir le rythme. La tempête au dehors s'était intensifiée, et la pluie verglaçante, mêlée de neige, crépitait sur les verrières du toit. Par les portes vitrées de l'entrée principale, on distinguait le parking recouvert d'un manteau blanc, éclairé par la lumière crue des lampadaires de sécurité. « C'est ton vrai travail ?» demanda soudain Emily, rompant le silence. « D'être agent de sécurité dans un centre commercial ?» Michael la regarda, surpris. « Pourquoi tu demandes ça ?»« On dirait que tu as déjà fait autre chose, » répondit la fillette, avec un regard perçant. « Comme policier ou un truc du genre. » Michael sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid extérieur. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Emily haussa les épaules. « Ta façon de marcher, la façon dont tu as réagi quand tu as vu mes photos. Maman dit que je remarque des détails que les autres ne voient pas. Ta maman a l'air d'être quelqu'un de malin, dit prudemment Michael. Et tu as raison, j'ai été policier avant. Pourquoi tu as arrêté? La franchise des enfants, sans filtre social, qui vise juste. C'est une histoire compliquée, Emily. À cause de quelque chose de grave qui est arrivé? Chuchota-t-elle, l'air de comprendre. Michael ralentit le pas, regardant cette fillette au regard trop adulte pour son âge. Oui, admit-il. Quelque chose de grave. Emily acquiesça comme pour se confirmer quelque chose à elle-même. Des choses graves arrivent, même quand les gens font attention. La simplicité de sa remarque toucha Michael, faisant écho à ce que son thérapeute lui avait répété pendant des années. Mais venant d'une enfant déjà prise dans une histoire terrible, cela résonnait autrement. Ils arrivèrent au bureau de sécurité, un local exigu près des services administratifs du centre. Michael déverrouilla la porte et la tint ouverte, invitant Emily à entrer. L'endroit était utilitaire, un bureau avec 2 moniteurs de surveillance, une petite table avec une cafetière et un mini-frigo, quelques chaises et des classeurs le long du mur. Le seul élément personnel était une photo encadrée d'Eden, le fils de Michael, prise 3 ans plus tôt à son 10e anniversaire, le dernier avant le divorce. Emily balaya la pièce du regard, puis s'assit sur le bord d'une chaise, son sac toujours sur le dos. « Tu as faim ?» demanda Michael en ouvrant le mini-frigo. « J'ai un sandwich à la dinde, des bâtonnets de carottes et une pomme. » Emily, qui essayait de ne pas montrer son intérêt, déglutit quand même à l'évocation de la nourriture. « Peut-être juste la pomme, dit-elle. » Michael sortit l'intégralité de son casse-croûte de minuit. « Tiens, je vais tout poser là et tu prends ce que tu veux. » Il déposa le sandwich, la pomme, les carottes, un petit sachet de chips et une bouteille d'eau, puis recula légèrement pour lui laisser de l'espace. Emily hésita à peine avant de saisir le sandwich, qu'elle rompit en 2, pour en croquer un petit morceau comme si elle craignait de paraître trop affamée. « Merci, dit-elle après avoir avalé une bouchée. « De rien. » Il s'installa sur la chaise en face, le bureau entre eux pour ne pas l'opprimer. « Emily, j'ai besoin de te poser des questions importantes sur ce qui se passe chez toi. C'est d'accord ?» Elle acquiesça, prenant une autre bouchée prudente. « Ton beau-père t'a déjà fait du mal, ou à ta maman, avant hier soir ?» Emily baissa les yeux vers le reste de sandwich dans sa main.
Maman dit qu'on ne doit pas parler des problèmes de famille avec des inconnus. Michael hocha la tête. C'est souvent un bon conseil. Mais quand il y a un danger, c'est important de trouver un adulte de confiance qui peut t'aider. Est-ce que tu penses que je suis quelqu'un de confiance, Emily? Elle le détailla de ses yeux trop sérieux. Je crois, oui. Tu n'as pas appelé la police tout de suite, pas comme ils ont fait à l'école quand j'ai essayé de parler de James à ma maîtresse. Un signal d'alarme se déclencha dans l'esprit de Michael. Tu as parlé de ça à ta maîtresse? Emily acquiesça, le visage assombri. Le mois dernier. Elle a appelé les services sociaux, mais James connaît quelqu'un là-bas. La dame qui est venue nous voir a discuté avec lui comme s'ils étaient déjà amis. Elle l'a appelé Jimmy, et ils ont rigolé. Elle ne m'a même pas parlé seul à seul, ni visité ma chambre. Quand elle est partie, James était vraiment en colère. Elle remonta légèrement sa manche, montrant une ecchymose jaunie à son poignet. Il a dit que si jamais je reparlais de ça à quelqu'un, il ferait du mal à Ali. Ali? Mon chat, répondit-elle d'une voix soudain plus douce. Il est toujours là-bas, à la maison. Je voulais l'emmener, mais je ne l'ai pas trouvé avant de partir. Michael sentit la colère familière monter, la même indignation justifiée qui le rendait si efficace pour défendre les victimes dans son ancienne vie de policier. Il la retint, sachant qu'il devait rester calme. Emily, je veux m'assurer que ta maman et toi soyez en sécurité, et Ali aussi. Mais pour ça, j'ai besoin de bien comprendre la situation. Peux-tu me dire ton nom complet et ton adresse? Emily finit la moitié du sandwich avant de répondre, comme si elle pesait le pour et le contre. Finalement. Emily Patterson. On habite au Parkview appartement 307. Michael connaissait l'endroit, un immeuble à 1 kilomètre du centre commercial, quartier calme, pas spécialement criminogène, plutôt classe moyenne typique. Et ta maman, comment s'appelle-t-elle? Catherine. Mais tout le monde l'appelle Cathy. Et James? Son nom de famille? Mercé. James Mercé, répondit-elle, d'une voix plate. Michael sortit son téléphone, puis s'arrêta. Emily, je dois passer quelques coups de fil pour savoir ce qui est arrivé à ta maman et trouver un moyen de vous protéger toutes les deux, ça te va? La peur traversa son regard. Tu vas appeler la police? À un moment, oui, admis honnêtement. Mais j'ai une amie au commissariat en qui j'ai entièrement confiance. Avant de l'appeler, je veux juste vérifier quelque chose. Il ouvrit le navigateur de son téléphone et chercha James Mercé Portland. Plusieurs résultats apparurent, notamment des profils sur les réseaux sociaux. Michael cliqua sur une page et montra la photo à Emily. C'est lui? Sur l'image de profil, on voyait un homme d'une trentaine d'années, cheveux châtains coupés courts, barbe, un large sourire, le bras passé autour d'une femme blonde qui ressemblait beaucoup à Emily. Elle hocha la tête, la mâchoire crispée. C'est lui et maman. Michael fit défiler les publications publiques, scrutant l'image qu'il présentait en ligne. Sortie familiale, citations motivantes, blagues sur la vie de couple. Rien n'évoquait la violence des photos d'Emily. Le dernier post, datant de seulement 3 heures, attira son attention. Inquiet à mourir, Cathy et Emily disparues depuis hier soir, si quelqu'un les a vues, contactez-moi immédiatement. Il montra cela à Emily, dont les yeux s'écarquillèrent. Il ment, dit-elle aussitôt. Maman n'est pas partie avec moi, elle était toujours à la maison quand je suis parti. À quelle heure tu es parti? Vers minuit, après que James soit sorti acheter plus de bière. Maman m'a dit d'aller chez ma tante Louise, à Boston. Mais je n'avais pas assez d'argent pour le bus, expliqua-t-elle la voix tremblante. Je voulais l'appeler aujourd'hui, mais mon téléphone est à plat et j'ai oublié mon chargeur. Michael vérifia sa montre, il était presque minuit à nouveau, ce qui signifiait qu'Emily errait depuis 24 heures. Si sa mère était restée dans l'état où la montraient ses photos, et qu'elle n'avait pas pu sortir ou appeler à l'aide. Emily, dit-il, je vais sortir dans le couloir pour passer un appel. Je reste juste devant la porte, tu pourras me voir à travers la vitre, d'accord? Sers-toi en nourriture si tu veux encore. Elle hocha la tête en silence, saisissant le sachet de chips tout en le suivant du regard. Michael sortit dans le couloir, laissant la porte légèrement entr'ouverte pour qu'elle puisse l'entendre s'il fallait. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur, en espérant que son ancienne coéquipière soit encore debout. Morale, répondit une voix ferme et professionnelle au bout de 3 sonneries. Lisa, c'est Michael Donovan. Un silence, puis Mike? Ça fait au moins 1 an que je n'ai pas eu de nouvelles. Tout va bien? Pas exactement. J'ai besoin d'un service officieux pour l'instant. Il l'entendit se redresser. Vas-y, je t'écoute.
Peux-tu vérifier si quelqu'un a signalé quelque chose au Parkview Appartement, appart 307, dans les dernières 24 heures? Les résidents s'appellent Catherine Patterson et James Mercer. Attends. Il entendit les bruits de clavier en arrière-plan. Rien d'enregistré. Qu'est-ce qui se passe? Michael baissa la voix, s'éloignant un peu de la porte. J'ai la fille de Catherine ici, au centre commercial Westfield. Elle s'est enfuie hier soir après avoir vu Mercer frapper sa mère. Elle a des photos très explicites, Lisa, c'est moche. Bon sang. Où est la mère? On ne sait pas. La petite n'a pas pu la joindre. Mercer a posté sur les réseaux sociaux qu'elles auraient disparu toutes les deux, mais d'après la fillette, la mère était encore à l'appartement quand elle est partie. Et la petite a peur de la police parce que Mercer connaît quelqu'un aux services sociaux. Les précédents signalements ont été classés, apparemment. Ça correspond à des rumeurs que j'ai entendues sur le service. T'as besoin de quoi, précisément? Peux-tu aller faire un contrôle de sécurité chez Catherine, sans prévenir Mercer? Je crains qu'on ne trouve quelque chose de grave. J'y vais tout de suite. Envoie-moi un SMS avec la description de la gamine et quelques infos que je pourrai recouper avec elle. Michael jeta un coup d'œil par la fenêtre du bureau où Emily mangeait ses chips en l'observant. Son téléphone est mort, je ne peux pas te donner son numéro. Mais je vais t'envoyer ce que je peux. Il marqua une pause, la gorge serrée. Fais gaffe, Lisa. J'ai vu des photos, ce type est dangereux. Je fais toujours gaffe. Je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Elle hésita. Contente d'entendre ta voix, Mike. Même si c'est pour ça. Moi aussi, merci. Michael raccrocha et revint dans le bureau. Emily avait quasiment terminé son repas et semblait avoir un peu repris des forces. Malgré tout, son regard était anxieux. C'était la police? Demanda-t-elle aussitôt. Michael hocha la tête en s'asseyant. Mon amie Lisa. Elle va aller voir chez toi, sans que James sache qu'on a discuté avec toi. Les yeux d'Emily s'agrandirent. Comment elle va faire ça? Elle dira que c'est un contrôle de routine, parce qu'un voisin a entendu du bruit. La police fait ça tout le temps. Michael tenta de lui sourire pour la rassurer. Lisa est très douée, Emily, l'une des meilleures. Et si James est toujours là? Et s'il fait encore plus de mal à maman parce que la police vient? L'angoisse transparaissait dans sa voix. Michael garda un ton rassurant. La détective morale sait exactement comment gérer ce genre de situation. La sécurité de ta maman est sa priorité. Il se pencha un peu en avant. Emily, tu peux me raconter en détail ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui l'a mis en colère à ce point? Les mains de la fillette s'entrelacèrent sur ses genoux. Maman a perdu son travail la semaine dernière. Le restaurant dont elle était gérante a fermé. Quand elle l'a dit à James, il s'est énervé parce qu'il avait déjà perdu le sien il y a quelques mois. Il disait qu'elle l'avait fait exprès pour le ridiculiser. Elle inspira un coup. Il buvait beaucoup plus que d'habitude. Quand je suis rentré de l'école, il se disputait déjà. Il jetait des objets, l'insultait. Michael fit un signe de tête pour l'encourager à continuer. Maman m'a dit de faire mes devoirs dans ma chambre avec la porte fermée, mais j'entendais tout. Ça s'est calmé un moment, et j'ai cru qu'il était parti ou qu'il s'était apaisé. Puis j'ai entendu maman crier. La voix d'Emily se brisa légèrement. J'ai entrouvert ma porte et je l'ai vu qui la traînait par les cheveux. C'est là que j'ai pris mon appareil photo. Maman m'avait dit que si les choses devenaient trop graves, je devais prendre des clichés pour avoir des preuves. Elle posa un regard sur Michael, comme pour chercher une approbation. Alors je l'ai fait. C'était très courageux de ta part, Emily. Non, c'était stupide, rétorqua-t-elle en secouant la tête. Il m'a vu, et il a couru vers moi. Maman s'est jetée sur lui pour l'arrêter, et il l'a projeté contre le mur. Elle a heurté sa tête et elle ne s'est pas relevée tout de suite. C'est là que j'ai couru dans ma chambre, pris mon sac d'urgence et j'ai grimpé par la fenêtre. Michael l'écoutait, s'efforçant de garder un visage neutre malgré la colère grandissante. Ton sac d'urgence? Maman m'a aidé à le préparer il y a quelques mois, après la première fois où James l'a vraiment blessé. Il contient des vêtements, des barres de céréales, un peu d'argent et des papiers importants comme mon acte de naissance. Maman disait que c'était au cas où ça deviendrait dangereux et qu'on doit fuir vite. Sa voix se brisa. On devait partir ensemble? Le sous-entendu était lourd de sens. Catherine avait anticipé qu'il faudrait un jour s'échapper, mais quelque chose s'était mal passé au moment critique. Emily, tu dis que James a des amis dans les services sociaux. Tu sais qui précisément? Elle secoua la tête. Je sais juste que la dame qui est venue à la maison le connaissait déjà. Elle l'a appelé Jimmy, et ils riaient ensemble.
Elle n'a même pas voulu me parler en privé, ni regarder ma chambre. Michael se promit de glisser ce détail à Lisa. Il n'était pas rare de trouver des cas de corruption ou de négligence. Son téléphone vibra. Un message de Lisa, « À l'appart maintenant, personne ne répond, le concierge me laisse entrer pour vérification. Je te tiens au courant. » Michael sentit son sang se glacer. Il jeta un coup d'œil à Emily, qui le regardait avec inquiétude. « Alors ? Ils ont trouvé maman ?» Il hésita, puis opta pour la sincérité. « Ils ne l'ont pas encore vue. Mon amie Lisa est en train de vérifier. » Le visage d'Emily se décomposa un instant avant qu'elle ne se ressaisisse. Il l'a emmenée quelque part pour la frapper encore plus. « On ne sait pas. » « Sachez-le, dit Michael, même si les preuves laissaient présager quelque chose de sinistre, la police les recherche tous les deux maintenant. « Nous devons la retrouver, » déclara Emily, la voix soudainement vive, avant elle ne pût terminer sa phrase. « Nous la retrouverons, » promit Michael, espérant ne pas mentir. La détective morale est la meilleure, et maintenant tous les agents de la ville vont chercher aussi. Emily s'assit brusquement sur un banc près du carrousel, sa petite silhouette semblant s'affaisser sur elle-même. C'est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas pris ces photos? Non, répliqua fermement Michael en s'asseyant à côté d'elle, tout en gardant une distance respectueuse. Rien de tout ceci n'est de ta faute, Emily. La seule personne responsable de ce qui se passe, c'est James. Ni toi, ni ta mère, juste lui. Elle ne parut pas convaincue. Mais si j'étais resté? Si tu étais resté, tu aurais peut-être été blessé aussi et nous n'aurions pas su ce qui se passait. Tu ne serais pas ici pour nous aider à retrouver ta mère. Emily leva les yeux vers lui, des larmes coulant finalement sur ses joues. Et si on ne la retrouve pas à temps? Michael ressentit le poids de sa question, la même qu'il avait hantée après l'incident Keller. Et s'il n'était pas assez rapide, assez intelligent, assez bon pour empêcher le drame? Emily, je ne peux pas te promettre ce qui va se passer, dit-il honnêtement. Mais je peux te promettre que je ne cesserai pas d'essayer de t'aider, toi et ta mère, et il en sera de même pour la détective morale et les autres policiers qui la cherchent. Emily s'essuya les yeux avec sa manche. Maman dit toujours que l'honnêteté vaut mieux que de fausses promesses. Elle a raison là-dessus aussi. Ils restèrent silencieux quelques instants, le poids de la situation s'installant entre eux. Puis Emily parla, d'une voix faible mais résolue. « Je veux te montrer plus de photos, celles qui pourraient t'aider à retrouver maman. » Elle ouvrit son sac à dos et en sortit l'appareil photo numérique, l'allumant avec une aisance évidente. « Oh, je n'ai pas seulement pris des photos hier soir. J'en prends depuis un moment. Chaque fois que James faisait des choses effrayantes, maman disait qu'il nous fallait des preuves. » Elle parcourut le menu de l'appareil pour arriver à des photos plus anciennes, puis le tendit à Michael. Celle-ci date du mois dernier. Les images montraient James en train de se disputer avec quelqu'un devant un bar, le visage déformé par la rage. Une autre photo montrait l'aile cabossée d'une voiture dont la plaque d'immatriculation était clairement visible. C'est l'ami de James, Rick. Il vient parfois, ils s'attirent des ennuis ensemble. Maman dit que c'est une mauvaise influence, mais je pense que c'est James le vrai problème. Elle fit défiler jusqu'à une autre photo. C'est là qu'ils vont parfois. Maman les a suivis une fois quand elle pensait que James la trompait. La photo montrait une cabane délabrée dans une zone boisée. Où se trouve cet endroit, Emily? Je ne sais pas exactement. Maman a dit que c'était près du lac Sigo, sur la propriété de la famille de Rick. Elle n'y est allée qu'une fois. Michael examina l'image avec attention. Si James avait emmené Catherine quelque part, cette cabane pouvait être une piste. Il se promit mentalement de la montrer à Lisa quand elle arriverait. Emily continua de faire défiler l'appareil, montrant divers incidents survenus au cours des derniers mois, disputes, dégâts dans l'appartement, James avec des fréquentations douteuses. Elle avait tout documenté avec la précision méthodique de quelqu'un qui rassemble des preuves, ce que Michael comprit être précisément ce que Catherine avait enseigné à sa fille. Maman disait que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais apporter l'appareil photo à la police et les forcer à regarder toutes les images, expliqua Emily d'une voix durcie par la détermination. Elle disait que les photos ne mentent pas, même quand les gens le font. Michael lui rendit l'appareil. Ta mère te préparait, n'est-ce pas? Elle t'apprenait comment recueillir des preuves, quoi faire en cas d'urgence. Emily hocha la tête. Elle disait que la connaissance, c'est le pouvoir, et que quoi qu'il arrive, je devais me souvenir que je suis plus forte que je ne le pense. Elle serra l'appareil contre elle. Oh, je ne me sens pas très forte en ce moment. Tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées, Emily, répondit sincèrement Michael.
Beaucoup d'adultes n'auraient pas géré cette situation aussi bien que toi. Sa radio grésilla. Mike, tu es là? Fit la voix inquiète de Randy. Il y a une détective de police à l'entrée principale qui te demande. Elle dit s'appeler Moral. Michael attrapa sa radio. J'arrive. Laisse-la entrer et accompagne-la jusqu'à l'atrium central. Reçu. Il se tourna vers Emily. C'est la détective Moral. Elle va nous aider à comprendre ce qu'il faut faire. Prête à la rencontrer? Emily se leva, redressant ses petites épaules. Prête. Tandis qu'il se dirigeait vers l'entrée principale, Michael ne pouvait s'empêcher d'admirer la résilience de l'enfant à ses côtés. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle conservait un noyau de force qui lui rappelait son propre fils, Eden, même si Emily avait enduré des épreuves qu'aucun enfant ne devrait subir. Les portes de l'entrée principale glissèrent en s'ouvrant, laissant entrer un courant d'air glacé et quelques flocons de neige, ainsi que la détective Lisa Moral. C'était une femme compacte d'une quarantaine d'années, aux cheveux sombres tirés en une queue de cheval pratique et au regard acéré qui ne laissait rien passer. Elle portait un lourd manteau d'hiver réglementaire sur des vêtements civils, avec son insigne accroché à la ceinture. Michael reconnut immédiatement sa démarche assurée. Lisa abordait tout avec la même intensité directe, qu'il s'agisse d'une enquête pour homicide ou de commander un repas. Les yeux de Lisa se posèrent directement sur Emily, son expression s'adoucissant légèrement, avant de se tourner vers Michael. Le bref coup d'œil qu'ils échangèrent en disait long. Quelque chose allait très mal, mais elle ne le dirait pas devant l'enfant. « Tu dois être Emily » dit Lisa en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de la fillette et en lui tendant la main. « Je suis la détective Moral, mais tu peux m'appeler Lisa. » Emily la scruta du regard, cette même expression évaluatrice devenue familière, avant de lui serrer la main avec prudence. « Vous avez retrouvé ma maman ?» Le visage de Lisa resta professionnellement neutre. « Pas encore, mais nous avons des agents qui la recherchent, ainsi que ton beau-père, en ce moment. » Elle leva les yeux vers Michael. « Il y a un endroit plus confortable pour parler ? » « Mon bureau de sécurité, répondit Michael. Tandis qu'il marchait, Lisa se mit au pas de Michael, laissant Emily marcher légèrement devant eux. « Ou du sang dans la salle de bain ?» murmura-t-elle d'une voix trop basse pour qu'Emily entende. « Beaucoup de sang. On dirait que quelqu'un a essayé de nettoyer à la va-vite. » Les voisins ont entendu se disputer vers 22h hier soir, puis un bruit sourd, puis plus rien. Personne n'est allé voir. Un voisin a vu James partir avec un gros sac de sport vers 9h ce matin, l'air agité. Il est revenu environ 1 heure plus tard, puis est reparti avec une valise vers 20h. Le ventre de Michael se noua. La chronologie ne présageait rien de bon pour Catherine Patterson. « Les photos ?» demanda Lisa. « Accablante » répondit tranquillement Michael. « Des preuves évidentes de maltraitance continue. La gamine les documente depuis des mois, sur instruction de sa mère. » Lisa hocha la tête, l'air sombre. Une femme intelligente. De retour au bureau de sécurité, Emily avait repris sa chaise, serrant son sac à dos sur ses genoux comme un bouclier. Lisa s'assit en face d'elle, tandis que Michael restait près de la porte pour leur laisser de l'espace. « Emily, j'ai besoin de te poser quelques questions sur ta maman et sur James. Ça te va ?» Le ton de Lisa était doux mais direct. Emily hocha la tête, ses doigts tordant les sangles de son sac. Quand tu as quitté votre appartement hier soir, sais-tu comment ta maman était habillée? Tu t'en souviens? Emily fronça les sourcils pour se concentrer. Son pull bleu, celui avec le trou à la manche gauche qu'elle dit toujours vouloir recoudre, et un jean. Ses chaussures de travail étaient près de la porte, alors elle devait être en chaussettes. C'est très utile, dit Lisa. Peux-tu penser à des endroits où James pourrait emmener ta maman? Des maisons d'amis ou des lieux qu'il fréquente? Emily jeta un regard à Michael, qui acquiesça pour l'encourager. Elle m'a montré des photos d'une cabane près du lac Sigo, expliqua-t-il. Elle appartient à un certain Rick, apparemment un ami de James. Richardson, précisa Emily. Rick Richardson. Il a une barbe comme James et un tatouage de serpent sur le bras. Maman ne l'aime pas. Lisa prit une note dans son petit carnet. Bien. C'est très utile. Nous vérifierons cet endroit. Elle regarda Emily droit dans les yeux. Y a-t-il autre chose dont tu te souviens qui pourrait nous aider à retrouver ta maman? N'importe quoi? Emily hésita, puis reprit son appareil. Il y a aussi cet endroit. J'ai entendu James en parler au téléphone une fois, disant que c'était un bon endroit pour se faire oublier s'il en avait besoin. Elle montra une image d'un motel vieilli, à l'enseigne au néon sur laquelle on pouvait lire « Pinewood Lodge ». Maman et moi, on y est allé une fois après une très mauvaise soirée.
On est resté 2 jours avant de rentrer à la maison, chuchota Emily. James nous a retrouvés de toute façon. Lisa observa la photo. Je connais cet endroit. C'est juste sur la route 1 en allant vers le nord. Elle tapa quelques notes dans son téléphone. J'envoie des agents vérifier les 2 lieux tout de suite. La radio accrochée à la ceinture de Michael grésilla. Mike? C'est Randy. Il y a quelqu'un à l'entrée ouest qui essaie de rentrer. Il dit qu'il cherche sa fille. Michael et Lisa échangèrent un regard alarmé. Description? Demanda Michael à la radio. Homme blanc, fin trentaine, cheveux bruns, barbe, au volant d'une Honda Civic bleue. Il dit s'appeler James Mercer, et sa fille Emily a disparu hier. Il affirme la chercher partout. Le visage d'Emily se vida de sa couleur. C'est lui, murmura-t-elle en se ratatinant sur sa chaise. C'est la voiture de James. Lisa fut debout instantanément, sa main cherchant son arme. Dis-lui d'attendre dehors, ordonna-t-elle à Michael. Dis que le protocole de sécurité interdit l'entrée après la fermeture, mais que tu vérifieras si une fille correspondant à la description de sa fille est ici. Michael transmit le message à Randy, insistant pour qu'en aucun cas il ne laisse cet homme entrer. Reçu, répondit Randy, mais le gars a l'air assez agité, il dit que c'est une urgence. Laisse-le dehors, répéta fermement Michael. J'arrive. Lisa se tourna vers Emily, l'expression résolue. Emily, je veux que tu restes ici, la porte verrouillée, pendant qu'on s'occupe de James. Tu seras en sécurité. Michael et moi ne le laisserons pas t'approcher. Les yeux d'Emily s'agrandirent de peur. Et s'il vous fait du mal aussi? Il est vraiment fort quand il est en colère. Je suis policière, lui rappela Lisa doucement. Je gère ce genre de personnes tous les jours. Et Michael était policier aussi. Nous savons comment faire. Emily semblait peu convaincue, mais hocha la tête en serrant son appareil photo. Verrouille la porte derrière nous, lui dit Michael. N'ouvre à personne d'autre qu'à moi ou à la détective morale, compris? Oui, murmura Emily. Une fois dans le couloir, Lisa prit Michael à part. Laisse-moi mener cette entrevue. Je vais l'approcher en tant qu'enquêtrice sur une disparition. Toi, tu restes en retrait comme agent de sécurité. Michael hocha la tête, refoulant la montée d'adrénaline qui l'envahissait. Et pour Emily? Les preuves indiquent que Catherine Patterson est peut-être grièvement blessée ou pire, lâcha Lisa sans détour. Il faut qu'on arrête James et qu'on le fasse parler, pour savoir où elle est. Emily reste à l'abri tant qu'on n'a pas neutralisé la menace. Ils avancèrent rapidement dans le centre commercial désert jusqu'à l'entrée ouest, où l'ombre d'un homme se découpait à travers les portes vitrées. Il faisait les 100 pas, regardant parfois à l'intérieur en se collant les mains aux vitres pour mieux voir. Le voilà, confirma Michael en reconnaissant James Mercer grâce aux photos. Même à distance, Michael voyait que James était nerveux, ses gestes secs, son langage corporel agressif alors qu'il discutait avec Randy à travers les portes vitrées. La neige tourbillonnait autour de lui, collant à ses cheveux et sa barbe. Il ne portait qu'un blouson de cuir, bien trop léger pour ce temps, ce qui laissait penser qu'il était sorti précipitamment. Lisa ajusta son manteau pour s'assurer que son insigne et son arme étaient visibles. Souviens-toi, on ne fait que recueillir des informations à ce stade. Laisse-moi guider la conversation. Compris, acquiesça Michael en retrouvant presque instinctivement son rôle d'équipier. Et Emily? Demanda-t-il. Les indices suggèrent que Catherine Patterson est peut-être grièvement blessée ou pire, réitéra Lisa. On doit arrêter James et le faire parler. Emily reste à l'abri. Ils s'approchèrent. James les vit et concentra aussitôt son attention sur eux, se rapprochant des portes. Randy parut soulagé de les voir. « Monsieur, veuillez vous écarter des portes », lança fermement Lisa en s'approchant. Elle brandit son insigne. « Détective morale, police de Portland. Je crois comprendre que vous cherchez votre fille ?» Le comportement de James changea instantanément. L'agitation se mua en attitude de père inquiet avec une aisance si naturelle que Michael s'y serait laissé prendre s'il n'avait pas vu les photos d'Emily. Cette transformation lui rappelait de nombreux abuseurs rencontrés au fil de sa carrière, des caméléons capables de changer de masque en un instant. « Oui, officier, Dieu merci, vous êtes là », répondit James à travers la vitre, sa voix étouffée mais audible. « Ma fille Emily et ma femme Cathy ont disparu hier. Je les cherche partout. Quelqu'un croit avoir vu une fillette qui lui ressemblait près de ce centre commercial plus tôt dans la journée. » Lisa fit signe à Randy d'ouvrir la porte extérieure, ne créant qu'un sas où ils pouvaient discuter sans laisser James entrer entièrement dans le mal. « Monsieur Mercer, nous sommes au courant de la situation, déclara Lisa d'un ton professionnel.
En fait, j'ai été chargé d'enquêter sur la disparition de votre femme et de votre belle-fille. Les yeux de James se plissèrent légèrement. Vous les avez trouvées? Elles vont bien? Nous suivons plusieurs pistes, répondit Lisa sans s'engager. Pouvez-vous me dire la dernière fois que vous avez vu votre épouse et votre belle-fille, et dans quelles circonstances? James passa la main dans ses cheveux saupoudrés de neige, prenant l'air préoccupé de circonstances. Hier matin, avant que je parte à un entretien d'embauche. Tout allait bien. Cathy aidait Emily à faire ses devoirs. Quand je suis rentré vers midi, elles étaient parties, sans laisser de mots. Le téléphone de Cathy bascule directement sur la messagerie. Je suis très inquiet. Michael l'observait attentivement, notant le léger tremblement dans la main gauche de James, qui ne semblait pas dû au froid ou à l'inquiétude, mais plutôt à un manque d'alcool. Ses yeux étaient injectés de sang, et maintenant qu'il était plus près, Michael percevait une odeur discrète de whisky malgré l'air hivernal. Monsieur Mercer, où étiez-vous entre 22h hier soir et 9h ce matin? Demanda Lisa, d'un ton qui se voulait anodin mais ciblé. Un éclair de colère ou de lassitude traversa fugacement le visage de James avant de s'évanouir. Chez moi. Je cherchais ma famille, j'appelais des amis et de la famille. Pourquoi? Quel rapport avec la recherche? Nous établissons simplement une chronologie, répondit Lisa avec souplesse. Les voisins disent avoir entendu une dispute chez vous vers 22h hier soir. Pouvez-vous expliquer? Le visage de James se durcit un bref instant. J'avais mis un film d'action à fond, les voisins ont dû confondre avec une dispute. Et pourriez-vous expliquer pourquoi plusieurs témoins vous ont vu quitter votre appartement avec un gros sac de sport ce matin, puis plus tard avec une valise? Poursuivit Lisa, le ton toujours détaché, mais le regard perçant. James se déplaça légèrement, un tic révélateur que Michael connaissait bien lors d'interrogatoires. Je rassemblais des affaires dont Cathy et Emily pourraient avoir besoin quand je les retrouverais, vêtements, produits de toilette. J'ai vérifié des motels, des amis. Je pensais qu'elles étaient peut-être parties sans rien me dire. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil à votre voiture? Lança Lisa d'un ton presque léger, juste pour éliminer certaines pistes. James recula d'un pas. Vous avez un mandat pour ça? Pas si vous donnez votre consentement, répondit Lisa. La plupart des parents inquiets coopéreraient sans hésiter quand leur enfant est porté disparu. La mâchoire de James se contracta presque imperceptiblement. Ou je veux juste retrouver ma famille. Si vous savez où elles sont, dites-le moi. Ou nous faisons tout notre possible pour les localiser, Monsieur Mercer, le rassura Lisa tout en éludant sa requête. Vous aideriez beaucoup en venant déposer une déclaration officielle au commissariat. Nous pourrions ainsi recueillir plus de détails et accélérer les recherches. James jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Lisa pour regarder Michael, ses yeux se plissant. Et vous, qui êtes-vous? Vous n'avez pas l'air d'un flic. Sécurité du centre commercial, répondit Michael, neutre. J'assiste la détective. James l'observa un instant, et Michael eut l'étrange impression qu'il enregistrait mentalement son visage. Puis il se tourna de nouveau vers Lisa. Je passerai au commissariat demain. Pour l'instant, je veux fouiller ce centre commercial moi-même. Si Emily a été vue ici, je dois vérifier. Le mal est fermé et a déjà été fouillé de fond en comble par la sécurité, rétorqua fermement Lisa. Si votre fille était là, elle n'y est plus. Le mensonge fut proféré avec professionnalisme, mais Lisa poursuivit. Oh, j'insiste vraiment pour que vous veniez au poste, Monsieur Mercer. Nous avons des ressources qui pourraient vous aider à retrouver votre famille plus rapidement. L'expression de James s'assombrit, le masque du père inquiet se fissurant. Suis-je soupçonné de quelque chose, détective? Parce que vous avez l'air de me traiter comme un suspect plutôt que comme une victime. Procédure standard dans les disparitions, surtout quand il s'agit de mineurs, répliqua Lisa avec froideur. Nous explorons toutes les possibilités. James la fixa longuement, la calculant du regard, puis recula brusquement. Je dois continuer à chercher. Je passerai au commissariat demain matin. Avant que Lisa ne puisse répondre, il s'éloigna d'un pas raide vers sa voiture, les épaules crispées de tension. Il prend la fuite, grommela Michael. Lisa était déjà au téléphone, franchissant la porte pour garder James en visuel malgré la neige. Ici la détective morale. J'ai besoin d'un véhicule banalisé pour suivre une Honda Civic bleue qui quitte le Westfield Mall en direction de l'Est. Le conducteur est James Mercer, personne d'intérêt dans une affaire de violence domestique et possiblement d'homicide. N'intervenez pas, contentez-vous de le suivre. Elle énonça le numéro de plaque. Michael observa la voiture de James s'éloigner, glissant légèrement sur le parking enneigé avant de disparaître dans le tourbillon blanc.
Lisa revint, époussetant la neige de ses épaules. Il se méfie. Il a compris qu'on le surveillait. Tu crois qu'il nous mènera à Catherine? Demanda Michael. Lisa fit une grimace. C'est ce qu'on espère. Mais pour être honnête, Mike, quand on voit la scène de l'appartement et le sang, je ne suis pas très optimiste sur ses chances d'être encore en vie. Michael frissonna, sans rapport avec la tempête hivernale. Qu'est-ce qu'on dit à Emily? Lisa poussa un soupir, un rare signe de la tension émotionnelle qu'elle portait. Pour l'instant, juste qu'on cherche sa mère et qu'elle est en sécurité, loin de James. Les services de protection de l'enfance envoient quelqu'un pour l'accueillir en foyer d'urgence le temps qu'on trouve un membre de sa famille. Michael pensa à Emily, enfermée dans son bureau de sécurité, serrant son sac à dos et son appareil photo, attendant des nouvelles de sa mère avec ce regard trop adulte, déjà usé par la vie. L'idée de la confier à des inconnus, même bien intentionnés, alors qu'elle avait déjà subi tant de choses, lui semblait un nouveau traumatisme s'ajoutant à une trop longue liste. Et sa tante à Boston? Suggéra-t-il. Emily a dit que sa mère lui avait dit d'y aller si ça tournait mal. Nous allons essayer de la contacter, acquiesça Lisa. Mais tant qu'on n'a pas vérifié le lien de parenté et fait venir cette tante, Emily a besoin d'un endroit sûr où rester. Ils se remirent en route vers le bureau de sécurité, le centre commercial vide s'étendant devant eux comme un vaste territoire neutre entre le danger et la sécurité. Michael repensa à l'affaire Keller, un autre enfant pris sous le feu des violents adultes, un autre cas où le système n'avait pas su protéger les plus vulnérables avant qu'il ne soit trop tard. Je pourrais m'occuper d'elle, lâcha-t-il soudain, se surprenant lui-même. Juste jusqu'à ce que sa tante arrive. Elle a confiance en moi, et j'ai déjà été validé par le mal pour travailler avec des mineurs. Lisa lui lança un regard scrutateur. Ce n'est pas ta responsabilité, Mike. Tu n'es plus flic. Non, admit-il. Mais je lui ai fait une promesse. Et cette fois, je peux la tenir. Le visage de Lisa s'adoucit. Elle était au courant de l'affaire Keller, elle avait vu les conséquences, vu un bon flic se détruire de culpabilité pour ce qu'il n'avait pu empêcher. Je vais voir ce que je peux faire, dit-elle finalement. Mais je ne promets rien. Ils atteignirent la porte du bureau de sécurité. Michael frappa doucement. Emily? C'est Michael et la détective morale. Tu peux ouvrir. Il y eut un silence, puis le bruit du verrou. La porte s'ouvrit sur Emily, debout, son sac à dos sur le dos et son appareil photo serré contre elle. Vous avez retrouvé ma maman? Demanda-t-elle aussitôt, balayant du regard Michael et Lisa. Est-ce que James a dit où elle est? Lisa s'accroupit pour être à sa hauteur. Pas encore, ma chérie. James est parti, mais nous avons des policiers qui le suivent. Ils pourraient nous conduire à ta maman. Le visage d'Emily se décomposa, puis elle hocha la tête avec un calme anormal. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Nous allons te trouver un endroit sûr où rester pendant qu'on recherche ta maman, expliqua Lisa avec douceur. Nous essaierons de contacter ta tante Louise à Boston, mais en attendant... Je ne veux pas aller chez des inconnus, intervint Emily, la voix faible mais ferme. Elle leva les yeux vers Michael. Ou je peux rester avec toi, jusqu'à ce qu'on retrouve maman? La demande directe déstabilisa Michael, même s'il venait d'évoquer cette possibilité avec Lisa. Il rencontra le regard d'Emily, y lisant une lueur d'espoir désespéré, et se surprit à hocher la tête. Si c'est autorisé, oui, répondit-il en cherchant la confirmation du regard auprès de Lisa. Je serais heureux de t'accueillir le temps qu'on retrouve ta mère, ou que ta tante arrive. Lisa poussa un soupir. Il faut que j'en parle à mon supérieur et au service de protection de l'enfance. Ce n'est pas la procédure habituelle. S'il vous plaît, insista Emily, se tournant vers Lisa avec une intensité peu commune pour une fillette de 9 ans. J'ai confiance en lui. Et j'ai mon sac d'urgence avec tout ce dont j'ai besoin. Lisa les regarda tous les deux longuement, puis acquiesça lentement. Je vais passer quelques appels. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Michael sentit un poids s'installer sur ses épaules, mais aussi un sens de but. Il n'avait pas ressenti cela depuis qu'il avait rendu son insigne. La confiance d'Emily était fragile, précieuse, et il était déterminé à ne pas la trahir. Dehors, la tempête hurlait contre les vitres, la neige s'amoncelant de plus en plus vite. Mais à l'intérieur de ce petit bureau de sécurité, un lien venait de se tisser. Une enfant qui avait trop tôt appris à ne plus faire confiance, et un homme qui avait cessé de croire en lui-même. Il y avait là quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, au milieu de l'incertitude. Le téléphone de Michael vibra, un message de Randy. La tempête se renforce, le comté vient de déclarer une urgence neige niveau 2, les routes vont fermer bientôt.
Tu as besoin d'un trajet pour rentrer? Michael jeta un coup d'œil à Emily, toujours cramponnée à son appareil comme à une bouée de sauvetage, et répondit. Oui, et je risque d'avoir une invitée. Je t'expliquerai plus tard. Quoi qu'il advint ensuite, Michael savait, avec une certitude absolue, qu'il ne laisserait pas Emily affronter tout cela seul. Que sa mère soit retrouvée vivante ou non, que James soit arrêté rapidement ou qu'il reste dans la nature, cette fillette aux yeux trop graves et à son sac d'urgence avait réveillé en lui quelque chose qu'il croyait éteint depuis l'affaire Keller, ce désir fondamental de protéger qui l'avait poussé à devenir policier. Pour la première fois depuis 3 ans, Michael Donovan se sentait redevenir lui-même, même si dehors la tempête s'intensifiait et que la nuit s'étirait dans l'obscurité. L'appartement de Michael n'était pas prêt à accueillir des visiteurs. Cette pensée le frappa tandis qu'il introduisait la clé dans la serrure, Emily se tenant sagement derrière lui dans le couloir faiblement éclairé. L'immeuble de 12 logements était calme à 2 heures du matin, la tempête ayant contraint tout le monde à rester chez soi depuis des heures. Ce n'est pas grand-chose, s'excusa Théil en poussant la porte. Et c'est un peu en désordre. Ce n'est pas grave, répondit doucement Emily. Chez nous aussi, c'était toujours le bazar. Maman disait que ça prouvait qu'on vivait vraiment là. Cette remarque simple serra le cœur de Michael. Il alluma les lumières, révélant un espace plus dépouillé que réellement en désordre. Un appartement de célibataire avec peu de décoration ou de personnalité. Le salon contenait un canapé en cuir usé faisant face à une télévision modeste, une table basse encombrée de courriers en retard et d'une bouteille de whisky à moitié vide, ainsi qu'une petite table à dîner avec 2 chaises qui semblaient rarement utilisées. Michael s'empressa de débarrasser quelques dossiers, puis transforma le futon de son bureau en lit, tandis qu'Emily attendait dans le salon, toujours son sac à dos vissé aux épaules. Lisa avait accompli un petit miracle pour rendre cet arrangement possible. Après plusieurs coups de fil, elle avait convaincu les services de protection de l'enfance d'accorder un placement d'urgence temporaire à Emily chez Michael, en attendant de contacter sa tante à Boston. Voilà, dit Michael en revenant, trouvant Emily en train d'examiner les rares photos qu'il avait disposées sur une étagère. La plupart montraient Eden à divers âges, la plus récente présentant un adolescent de 13 ans, mince, aux cheveux bruns comme Michael et au regard sérieux, posant maladroitement avec son père lors d'une visite de fin de semaine. « C'est ton fils ?» demanda Emily en pointant la photo. Michael hocha la tête. « Eden. Il a 13 ans, maintenant. Il vit avec sa mère dans le New Hampshire. Tu le vois souvent ?» demanda-t-elle, l'innocence de la question pesant lourd. « Pas aussi souvent que je le voudrais. Tous les quelques mois. » Emily sembla assimiler l'information. « Mon papa est mort quand j'avais 5 ans, d'un cancer. » Je suis désolé, répondit Michael. Elle haussa légèrement les épaules. Oh, je ne me souviens plus très bien de lui, juste de petites choses. Elle continua d'observer les photos. Où sont tes décorations de Noël? La question prit Michael au dépourvu. Je ne décore pas vraiment. Emily fronça les sourcils. Mais Noël, c'est dans 2 semaines. Ah bon? Michael avait perdu le fil du calendrier. Les fêtes n'avaient plus beaucoup de sens pour lui depuis son divorce, plus encore, depuis l'affaire Keller. Je suppose que tu as raison. Emily bâilla soudain, son petit corps cédant enfin à l'épuisement accumulé. Michael l'aida à s'installer dans la chambre de fortune. Elle ôta finalement son sac à dos, le posant avec soin à côté du futon. Je t'ai mis des couvertures supplémentaires là, au cas où tu aurais froid, dit Michael. Et il y a un verre d'eau sur le bureau. Je suis juste au bout du couloir si tu as besoin de quelque chose. Emily s'assit au bord du futon, paraissant tout à coup très petite dans cette pièce inconnue. Et maman? Si la détective morale la retrouve pendant qu'on dort? Elle a promis d'appeler immédiatement, à n'importe quelle heure, la rassura Michael. Et mon téléphone sera réglé sur le volume maximum. Emily acquiesça, mais son inquiétude restait visible dans le léger plissement de ses sourcils. Ou je peux garder mon appareil photo avec moi? Bien sûr. Elle le sortit de la poche de sa veste, le serrant comme un talisman. Il y a toutes les photos de maman dedans. Ce simple constat remua Michael, et il dut ravaler un nœud dans sa gorge. Je comprends. Essaie de dormir un peu, d'accord? Les choses seront peut-être plus claires demain matin. Bonne nuit, Michael, dit-elle avec un sérieux un peu formel, comme si elle s'exerçait à un rituel d'adulte. Bonne nuit, Emily. Alors qu'il refermait la porte, la laissant légèrement ouverte pour ne pas qu'elle se sente enfermée, Michael entendit Emily murmurer quelque chose. Il s'arrêta pour écouter. Bonne nuit, maman, où que tu sois. S'il te plaît, sois en sécurité. Cette prière à voix basse le frappa comme un coup physique.
Il gagna rapidement sa chambre, referma la porte et s'assit lourdement sur son lit, la tête enfouie dans les mains. Dans quoi s'était-il embarqué? Il se retrouvait responsable de cet enfant traumatisé, tandis que sa mère était disparue, peut-être morte, et que son beau-père violent restait introuvable. Son téléphone vibra, un message de Lisa. La voiture de James a été retrouvée abandonnée près du parking relais sur LI-95. Il a apparemment changé de véhicule. APB actualisé. Des agents vérifient la cabane et le motel ce soir malgré la tempête. Je te tiens au courant dès que j'en sais plus. Le sommeil fut agité, ponctué de rêves où il cherchait quelqu'un, parfois Catherine Patterson, parfois le petit Keller, à travers des couloirs enneigés à perte de vue, qui ressemblaient étrangement au centre commercial Westfield après la fermeture. C'est l'odeur du café qui le tira de son sommeil. Michael trouva Emily dans la cuisine, en train d'aligner méthodiquement des objets sur le plan de travail. « Bonjour », dit-elle en levant les yeux de son occupation. « J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai fait du café. Maman dit toujours que la caféine empêche les adultes d'être grognons le matin. » Malgré tout, Michael sentit un sourire lui venir aux lèvres. « C'est absolument parfait, merci. » Emily avait manifestement fait le tour de la cuisine et rassemblé ce qu'il restait pour un petit déjeuner. « Tu n'as pas beaucoup de nourriture, observa-t-elle, presque détachée. Pas de lait, pas de... Je prends généralement mon petit déjeuner en route pour le travail, admit Michael, un peu embarrassé de l'état désertique de son réfrigérateur. Des nouvelles de ma maman? Demanda Emily, d'un ton presque neutre, mais son regard trahissait son angoisse. Michael vérifia son téléphone. Aucun message de Lisa pour l'instant. Pas encore. Mais la détective morale nous contactera dès qu'elle saura quelque chose. Ils préparèrent ensemble un simple petit déjeuner, en silence mais dans une atmosphère presque complice. Michael se servit du café, Emily du jus, tandis qu'elle étalait consciencieusement le restant de beurre de cacahuète sur une tranche de pain grillé. Assis à la petite table, Michael remarqua qu'elle jetait sans cesse un coup d'œil à son téléphone posé devant eux. Les routes doivent encore être en mauvais état à cause de la tempête, expliqua-t-il, tentant de justifier l'absence de nouvelles. Ça peut ralentir les opérations. Emily hocha la tête, mais son expression resta fermée. Et si James lui a fait vraiment mal? Et si elle est? Elle n'arrivait pas à terminer sa phrase. Emily, dit Michael doucement, la détective morale est très compétente. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne l'aura pas retrouvée. Mais si c'est trop tard? Chuchota Emily. Et si elle devient comme l'amie de ton fils? Michael se figea, sa tasse à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu veux dire? Emily baissa les yeux vers son assiette. Quand tu regardais mes photos, hier soir, tu as fait la même tête que ma maîtresse l'an dernier, quand le papa de Jimmy Keller est venu à l'école avec une arme. Tout le monde disait qu'Officer Donovan avait essayé de sauver Jamie, mais il n'avait pas pu. Le lien frappa Michael comme un coup physique. Bien sûr, Portland n'était pas une si grande ville. L'affaire Keller avait fait les gros titres, surtout dans le système scolaire, après la tragédie. « Tu es au courant de ça ?» demanda-t-il prudemment. Emily hocha la tête. Tout le monde à l'école en a parlé après que c'est arrivé, comment l'agent Donovan a essayé de sauver Jamie, mais le méchant avait un pistolet. Elle le regarda avec curiosité. « C'est pour ça que tu as arrêté d'être policier? Parce que tu as eu peur après ça ?» L'effet direct de la question transperça les défenses habituelles de Michael. « Pas exactement de la peur, » répondit-il avec précaution, « c'est plutôt que j'ai perdu confiance en ma capacité à protéger les gens, à prendre les bonnes décisions quand ça comptait le plus. » Emily réfléchit avec un sérieux remarquable. « Maman dit que les erreurs ne définissent pas qui tu es, à moins que tu les laisses faire. Elle dit que c'est ce que tu fais après l'erreur qui compte. » De nouveau, la sagesse de Catherine Patterson filtrant à travers sa fille toucha Michael avec une force inattendue. En 3 ans de thérapie, personne ne l'avait exprimé de manière aussi simple ou efficace. Avant que Michael ne puisse répondre, son téléphone vibra, un appel entrant de Lisa. Il décrocha immédiatement, passant le combiné sur haut-parleur. « Mike, je suis en route vers toi, maintenant », annonça la voix de Lisa, tendue d'urgence. « Où est Emily ? » « Elle est juste là, avec moi, » répliqua Michael. « Tu es sur haut-parleur. »« Salut, détective morale, » dit Emily en se penchant en avant. « Vous avez retrouvé ma maman ?» Il y eut un bref silence, et Michael pouvait presque voir Lisa se reprendre, choisir ses mots avec soin. « Pas encore, ma puce, » finit-elle par dire. « Mais nous avons trouvé quelque chose d'important dans cette cabane que tu nous as montré sur les photos. J'ai besoin de te poser quelques questions à ce sujet. »
J'arrive dans environ 20 minutes, d'accord? Une fois la communication terminée, Emily repoussa sa tartine à moitié entamée. Elle n'a pas trouvé maman, mais elle a trouvé quelque chose, fit remarquer Michael. C'est un progrès. Emily ne sembla pas convaincue. Elle descendit de sa chaise et alla vers la fenêtre, regardant la rue enneigée en contrebas. La tempête était passée pendant la nuit, laissant derrière elle un paysage transformé. J'aurais dû rester, dit-elle soudain, son souffle formant de la buée sur la vitre. J'aurais dû aider maman au lieu de m'enfuir. Michael vint se placer à côté d'elle. Emily, si tu étais restée, tu aurais pu être blessée toi aussi, ou pire. Ta maman t'a dit de partir parce qu'elle voulait que tu sois en sécurité. Mais qu'en est-il d'elle? La voix d'Emily se brisa. Qui la protège, elle? La question resta en suspens, sans réponse possible. Michael lutta pour trouver les bons mots. Ta maman a fait un choix courageux, finit-il par dire. Elle t'a protégé. Et maintenant, parce que tu es en sécurité, la détective morale et d'autres policiers peuvent se concentrer entièrement sur le fait de la retrouver. Emily laissa ces mots l'atteindre, traçant des motifs dans la buée sur la vitre avec son doigt. J'ai pris des photos, dit-elle comme si elle se le rappelait, des preuves. C'est ce que maman a dit qui était le plus important. Et ces photos aident l'enquête en ce moment même, l'assura Michael. Tu as tout bien fait, Emily. Le buzzer de l'appartement retentit, indiquant que quelqu'un se trouvait à l'entrée de l'immeuble. Michael vérifia via l'interphone et fit monter Lisa. À son arrivée, l'expression de Lisa montra immédiatement à Michael que ce qu'elle avait découvert n'était pas une bonne nouvelle. Elle portait toujours les mêmes vêtements que la veille, son visage montrait clairement la fatigue d'une nuit blanche. « Salut, Emily, dit-elle avec un sourire fatigué. Merci de m'avoir attendu. Tu veux bien que je parle un moment toute seule avec Michael d'abord? Emily les regarda tour à tour avec méfiance. Vous allez parler de ma maman. Oui, admit Lisa, mais ensuite je te dirai tout ce que tu as besoin de savoir, je te le promets. Les conversations d'adultes d'abord, puis les conversations d'enfants. C'est comme ça que ça marche. Emily sembla accepter cette logique et retourna vers la fenêtre pendant que les adultes se rendaient dans la cuisine. Une fois hors de portée de voix, Michael questionna d'une voix basse. Qu'est-ce que tu as trouvé? L'expression de Lisa était sombre. Du sang, à la cabane. Beaucoup de sang. Et des signes montrant que quelqu'un a été traîné. La police scientifique est dessus, mais nous partons du principe qu'il s'agit de Catherine. Michael sentit son estomac se nouer. A-t-on trouvé le moindre signe de leur destination? Des traces de pneus qui s'éloignaient de la cabane, partiellement effacées par la neige. On essaie de déterminer le type de véhicule. James a abandonné sa Honda sur un parking de covoiturage, donc il a un autre véhicule maintenant. Lisa se passa la main dans les cheveux, visiblement frustrée. On a établi des barrages routiers sur les grands axes, mais avec le déblayage après la tempête, c'est le chaos dehors. Et cet ami, Rick Richardson? Il est en garde à vue. On est allé le chercher à son appartement tôt ce matin. Il prétend ne pas avoir vu James depuis des jours, mais son histoire est bancale. On travaille dessus. Les yeux de Lisa étaient graves. D'après les preuves de sang sur les deux scènes, on est passé à une enquête pour homicide probable. Mais on n'abandonne pas la possibilité de retrouver Catherine vivante. La confirmation de ce qu'il craignait fit frissonner Michael. Qu'est-ce qu'on dit à Emily? La vérité, mais avec prudence, répondit Lisa. Les enfants savent quand les adultes leur mentent. Mais on insiste sur les actions menées, sur les progrès. Ils retournèrent dans le salon, où Emily se tenait maintenant, serrant son appareil photo à sans faire blanchir les jointures. « Est-ce que ma maman est morte ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Lisa et Michael échangèrent un regard surpris face à la franchise de la question. Lisa s'accroupit à la hauteur d'Emily. « On n'en est pas sûr, Emily, dit-elle honnêtement. On a trouvé des indices montrant que ta maman a été blessée dans la cabane de tes photos, et on fait tout pour la retrouver. On a des policiers dans tout l'État qui la cherchent, elle et James. » Le visage d'Emily resta impassible, mais sa lèvre inférieure trembla légèrement. « Le sang? Vous avez trouvé du sang. » Lisa hocha la tête, sans insulter l'intelligence de l'enfant par un déni. « Oui. Mais le sang ne nous dit pas tout. Les gens peuvent perdre du sang et s'en sortir s'ils reçoivent de l'aide. »« Vous avez arrêté Rick ?» demanda Emily, son esprit semblant traiter l'information avec méthode. « Maman a dit qu'il aidait James à faire de mauvaises choses. On l'a en garde à vue, confirma Lisa. Il nous aide dans notre enquête. » Pendant la demi-heure suivante, Lisa posa des questions à Emily sur les habitudes de James, les endroits qu'il pourrait fréquenter et les personnes susceptibles de l'aider.
Emily répondit avec un calme remarquable, montrant à Lisa d'autres photographies pouvant apporter des indices. Quand le téléphone de Lisa sonna, elle s'éloigna pour répondre, échange bref mais intense, sa posture se raidit. Quand elle revint, son visage était neutre. Le deuxième véhicule de James a été retrouvé à une gare routière à Augusta, annonça TL. Les vendeurs de billets se souviennent de lui, il a acheté un ticket pour Boston tard la nuit dernière. Est-ce que maman est avec lui? S'écria Emily en se levant d'un bond. Lisa secoua la tête. Il était seul, d'après les témoins. Mais c'est une bonne nouvelle, Emily. Ça veut dire qu'on suit sa trace, qu'on se rapproche. Et Emily? Demanda Michael. Devrait-elle venir avec toi au commissariat? Non, répondit Lisa en secouant la tête. Les services de protection de l'enfance sont débordés par les conséquences de la tempête. Ils ont approuvé qu'elle reste avec toi jusqu'à ce qu'on retrouve sa tante. Elle se tourna vers Emily. À moins que tu ne préfères venir au commissariat. On a une salle spéciale pour les enfants. Je veux rester ici, si c'est possible, déclara Emily en se rapprochant de Michael. Bien sûr que c'est possible, la rassura-t-il. Après le départ de Lisa, un silence gêné s'installa dans l'appartement. Emily retourna à la fenêtre, son appareil photo toujours entre les mains, observant la voiture de la détective qui s'éloignait. Elle ne nous a pas tout dit, dit-elle finalement. Elle sait autre chose à propos de maman. Michael fut à nouveau surpris par la perspicacité de l'enfant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La façon dont son visage a changé quand elle a reçu cet appel, et comment elle ne m'a pas regardé après ça. Les adultes pensent que les enfants ne remarquent rien, mais on remarque tout. Michael réfléchit à la meilleure façon de répondre. Lui aussi avait senti ce changement. La détective morale doit vérifier les informations avant de les partager, expliqua-t-il prudemment. Ça fait partie de son travail de policière. Mais elle nous a promis de tout nous dire dès qu'elle en sera sûre. Emily ne semblait pas entièrement convaincue, mais elle hocha la tête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après avoir discuté de leurs options, ils décidèrent de faire un saut à l'épicerie du coin pour acheter quelques provisions. Dehors, le quartier commençait à se remettre de la tempête. Les chasse-neige avaient déblayé les axes principaux et les voisins déneigeaient leurs entrées. En avançant prudemment sur le trottoir partiellement dégagé, Michael remarqua le regard d'Emily posé sur d'autres enfants, une expression complexe sur le visage. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-il doucement. « Je me dis juste que tout a l'air si normal, dehors. Comme si rien de grave n'était en train de se passer. » Elle leva les yeux vers lui. « Maman dit que c'est toujours comme ça, des gens vivent une journée ordinaire pendant que d'autres vivent le pire jour de leur vie, en même temps. » La remarque, si profonde dans la bouche d'une enfant si jeune, laissa Michael sans voix un instant. « Ta maman est très sage. » À l'épicerie, alors qu'ils attendaient à la caisse, Emily se figea soudain, le regard fixé sur la petite télévision installée dans un coin du magasin. Michael suivit son regard et sentit son cœur se serrer. Une journaliste locale se tenait devant la cabane dont ils avaient parlé, désormais entourée de rubans de la police. Le bandeau d'information annonçait « Dernière nouvelle, preuve des sang dans l'affaire des femmes disparues ». Le volume était faible, mais les images montraient clairement les véhicules de police, les techniciens de la police scientifique en combinaison blanche, surtout, ce qui semblait être un sac mortuaire chargé dans un fourgon de médecins légistes. Le visage d'Emily avait perdu toute couleur. « Maman » murmura-t-elle presque sans voix. Michael se plaça rapidement entre elle et l'écran, s'accroupissant à sa hauteur. « Emily, regarde-moi. On ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être autre chose qu'ils transportent comme preuve. La détective morale nous aurait prévenu s'ils avaient retrouvé ta maman. » Il sortit son téléphone de sa poche, s'éloignant de la file tout en gardant Emily près de lui, il appela Lisa. Elle répondit au bout de la deuxième sonnerie. « On vient de voir le reportage, annonça-t-il sans préambule. Le sac mortuaire à la cabane, est-ce que c'est Catherine? Le médecin légiste transporte des restes trouvés près de la cabane, pas à l'intérieur, expliqua Lisa, d'un ton mesuré. L'examen préliminaire suggère qu'il pourrait s'agir d'un animal, peut-être un cerf, mais on vérifie tout. Rien n'est confirmé. Un profond soulagement envahit Michael. Donc ils n'ont pas retrouvé Catherine. Aucune trace de restes humains pour l'instant, confirma prudemment Lisa. Mais Mike, il y a autre chose. Le laboratoire a fait une analyse préliminaire rapide, le sang trouvé est humain. Et il y en a beaucoup. Plus que... Elle ne termina pas sa phrase, mais l'implication était claire. Après avoir raccroché, Michael se remit à la hauteur d'Emily. Ce n'était pas ta maman, Emily. La détective morale confirme qu'ils ne l'ont pas trouvée.
Ce que tu as vu aux infos, c'était autre chose qu'ils examinent. Tu es sûr? Demanda Emily, le visage encore blême. Sûr et certain, répondit-il fermement. La détective morale ne nous mentirait pas. Sur le chemin du retour à l'appartement, Emily demanda soudain. Si on ne la retrouve pas, qu'est-ce qui va m'arriver? La question heurta Michael de plein fouet. Ta tante s'occupera de toi, répondit-il en essayant de paraître sûr de lui. Et si elle ne peut pas? Insista Emily, levant vers lui ses yeux trop graves. Alors on trouvera une solution, promit Michael, incapable d'en dire plus pour la rassurer. En arrivant à l'immeuble, Emily s'arrêta devant l'entrée et jeta un regard à la rue enneigée. Maman adore la neige, dit-elle doucement, utilisant le présent. Elle dit que ça rend le monde propre et neuf, comme si tu avais droit à un nouveau départ. Michael, sur un coup de tête, proposa. Tu voudrais faire un ange de neige? Il y a un endroit parfait, juste là. Il montra un carré de neige intact dans la petite cour de l'immeuble. Emily hésita, puis hocha la tête. Ils posèrent leur sac de course près de l'entrée et s'avancèrent dans la zone vierge. Emily s'allongea soigneusement, positionnant ses bras et ses jambes avec une précision délibérée, puis se mit à bouger pour former l'ange. Lorsqu'elle se releva, elle examina sa création d'un air critique. Il n'est pas aussi bien que ceux que je fais avec maman. Les ailes sont inégales. Moi, je le trouve parfait, dit Michael. Les anges de neige n'ont pas besoin d'être symétriques. C'est ça qui les rend uniques. Emily sembla réfléchir, puis leva les yeux vers lui. Tu n'en fais pas 20, toi? La question le prit au dépourvu. Depuis combien de temps n'avait-il pas fait quelque chose d'aussi spontané, d'aussi enfantin? Je ne suis probablement pas très doué, prévint-il, un peu gêné. Ce n'est pas grave, répondit Emily avec une douceur surprenante. Maman dit que c'est en pratiquant qu'on progresse, pas qu'on devient parfait. Michael posa à son tour les sacs et s'allongea dans la neige à côté de l'ange d'Emily. Le froid traversa immédiatement son manteau, mais il bougea ses bras et ses jambes avec application, se sentant un peu ridicule et pourtant étrangement plus léger. Quand il se releva, Emily considéra sa création avec le sérieux d'une critique d'art. « Tes ailes sont vraiment grandes, observa-t-elle, comme un ange gardien. »« Eh bien ?» Elle hocha la tête. Les anges gardiens ont besoin de grandes ailes pour protéger les gens. De retour dans l'appartement, pendant que Michael préparait le déjeuner, son téléphone sonna à nouveau. C'était Lisa, sa voix désormais teintée d'une excitation prudente. « Mike, on a du nouveau. » Une clinique du New Hampshire signale avoir soigné tôt ce matin une femme correspondant au signalement de Catherine. Elle était grièvement blessée, mais consciente et stable. Elle est partie contre l'avis médical après avoir été soignée. Emily, assez proche pour entendre, poussa un petit cri et se pencha vers le téléphone. « C'est maman? Est-ce qu'elle va bien? » Elle allait assez bien pour quitter la clinique toute seule, répondit Lisa. Elle a dit au personnel qu'elle devait absolument aller à Boston. On pense qu'elle cherche à rejoindre l'appartement de sa sœur, là où elle croit qu'Emily se trouve. Le visage d'Emily s'éclaira d'un espoir nouveau. Elle est vivante. Je le savais. Je savais qu'elle n'était pas partie. Après l'appel, Emily était à peine capable de tenir en place, habitée d'une énergie et d'un espoir renouvelé. « Maman vient me chercher », dit-elle avec conviction. Elle s'est échappée de James. On dirait bien, admit Michael, tout aussi stupéfait par cette tournure. Ta maman est incroyablement forte, Emily. Je te l'avais dit, sourit-elle, heureuse. Elle ne m'abandonnerait pas. Plus tard dans l'après-midi, ils reçurent l'autorisation de rendre visite au chat d'Emily, resté au refuge pour animaux. Leurs retrouvailles furent remplies de joie, Oliver ronronnant bruyamment tandis qu'Emily l'inspectait attentivement, guettant tout signe de mauvais traitement. Pour la première fois depuis leur rencontre, Michael vit Emily avoir vraiment l'air d'une enfant de 9 ans. Un bonheur simple remplaçant cette gravité trop adulte qui marquait habituellement ses traits. En repartant, l'agent Williams, qui les avait conduits, reçut un appel radio urgent. Son expression se fit sérieuse en l'écoutant, puis il se tourna vers Michael. Du nouveau. La détective morale veut que vous retourniez immédiatement à votre appartement. Elle vous y rejoint. C'est à propos de maman? Demanda aussitôt Emily. Williams hocha la tête, son visage toujours neutre. C'est tout ce que je sais, Emily. On devrait y aller. Le trajet du retour fut tendu, Emily oscillant entre l'excitation d'avoir bientôt des nouvelles de sa mère et une nervosité manifeste. En arrivant, la voiture de Lisa était déjà garée devant l'immeuble. Elle se tenait sur les marches, accompagnée d'une autre femme. Emily resta bouche bée en regardant par la vitre de la voiture, les yeux soudain immenses.
Maman, chuchota-t-elle, le visage collé à la vitre, incrédule. C'était bien Catherine Patterson, le bras en écharpe de fortune, l'air épuisé, mais bien en vie. Dès qu'Émilie bondit hors du véhicule et courut vers elle, Catherine s'agenouilla, ouvrant son bras valide pour serrer sa fille dans une étreinte féroce. « Tu vas bien ?» n'arrêtait pas de dire Émilie, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu vas vraiment bien ?»« Je vais bien », confirma Catherine, la voix à son tour pleine d'émotion. « Et toi aussi, c'est tout ce qui compte. » Michael resta légèrement en retrait, témoin de ces retrouvailles, partagé entre un soulagement intense, la joie pour Émilie, et une étrange sensation à la fois d'accomplissement et de perte imminente. Son rôle de protecteur s'achevait presque aussi brusquement qu'il avait commencé. Lisa s'approcha de lui, satisfaite mais encore sérieuse. Elle s'est présentée chez sa sœur à Boston, ce matin. En apprenant qu'Émilie n'y était pas, elle a deviné qu'elle était peut-être chez toi. On l'a interceptée en route. Et James est en garde à vue, continua Lisa avec une satisfaction grave. La police de Boston l'a arrêté dans un motel il y a 1 heure. Alors, Mike, elles sont toutes les deux en sécurité. Catherine leva enfin les yeux vers Michael, tout en gardant Émilie serrée contre elle. La gratitude qu'il lut dans son regard exprimait plus que tous les mots. Elle murmura quelque chose à Émilie qui hocha la tête et s'écarta, laissant sa mère s'approcher de Michael. « Monsieur Donovan » dit Catherine en tendant sa main valide. « Émilie me dit que vous avez été son ange gardien. » « C'est elle la courageuse » répondit-il en prenant délicatement sa main. « Je n'ai fait que lui offrir un endroit sûr. »« Parfois, c'est tout ce qui fait la différence » répliqua doucement Catherine. « Merci de l'avoir gardé en sécurité quand je ne pouvais pas le faire. » Tandis que les secours venaient pour s'occuper des blessures de Catherine et que Lisa organisait la prise de déposition, Émilie revint près de Michael. Elle leva vers lui ce regard sérieux dont il s'était déjà tant habitué en si peu de temps. « On va rester un moment chez tante Louise, à Boston, » expliqua-t-elle, le temps que maman guérisse et qu'on décide de la suite. « Ça me paraît un bon plan » approuva Michael. « Vous serez en sécurité, là-bas. » Émilie hocha la tête, puis demanda, avec une franchise désarmante. « Est-ce qu'on se reverra après notre départ ?» Michael s'agenouilla à sa hauteur. « Seulement si tu le souhaites. »« Et bien sûr que oui. Ce n'est pas un adieu, Émilie, juste un au revoir. » Elle sembla peser cette réponse, puis acquiesça. « J'aimerais bien. Tu es un bon ange gardien. » Cette simple affirmation, prononcée avec la sincérité d'un enfant, toucha quelque chose de profond chez Michael. Car au cours des 36 dernières heures, cette fillette grave et perspicace avait, elle aussi, aidé à guérir certaines blessures qu'il portait depuis 3 ans. Non pas par de grands discours ou de sages conseils, mais simplement par sa confiance, sa résilience et sa foi inébranlable en la possibilité de jours meilleurs. Tandis que le petit groupe se dirigeait vers l'ambulance, Émilie jeta un dernier regard à Michael par-dessus son épaule, levant la main en un discret signe d'adieu. Michael lui répondit dans le silence de la neige qui retombait doucement, observant les portes de l'ambulance se refermer sur la mère et la fille, partis vers ce qui les attendait. Il se tourna et rentra dans son appartement, déjà étrangement vide sans la présence d'Émilie. Dans la cour, les 2 anges de neige qu'ils avaient façonnés restaient l'un à côté de l'autre, leurs silhouettes ailées se remplissant peu à peu de neige fraîche. Le plus petit, soigné et précis, le plus grand, un peu brouillon mais doté de ses ailes énormes, comme l'avait remarqué Émilie. Des anges gardiens, avait-elle dit. C'est sans doute ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre pendant ce court laps de temps, se protégeant mutuellement de la tempête, celle qui hurlait dehors et celle qui les rongeait à l'intérieur, les ayant poussés à se croiser en premier lieu. Michael s'arrêta un instant pour observer les anges de neige une dernière fois, puis entra dans l'immeuble. Le lien qu'il avait tissé avec Émilie, et par extension avec Catherine, avait changé quelque chose d'essentiel en lui. Pour la première fois depuis l'affaire Keller, il avait enfin le sentiment d'avoir rempli la promesse la plus élémentaire de son ancien serment, protéger et servir. Ce n'était pas une guérison complète, mais c'était un début. Un pas vers celui qu'il était avant que la tragédie ne déraille sa vie. Dans l'appartement, il retrouva des traces du bref passage d'Émilie. Le lit improvisé dans la chambre d'amis, sa manière de disposer soigneusement le petit déjeuner sur le comptoir, jusqu'au creux léger dans le canapé où elle s'était installée pour regarder la télévision. Michael erra dans les pièces, sans effacer ses indices, mais en les reconnaissant comme les marques non pas seulement d'une crise qui s'achevait, mais aussi de quelque chose de neuf qui commençait. Un lien qui continuerait, sous une autre forme. Son téléphone vibra, un message de Lisa. Catherine est stable. Toutes les deux à l'hôpital pour la nuit en observation. Émilie m'a demandé de te dire qu'elle t'appellera demain. Tu as fait du bon travail, Mike.
Michael esquissa un sourire, posant le téléphone et jetant un regard vers la fenêtre, où la neige tombait toujours. Parfois, la protection vient sous des formes inattendues, un agent de sécurité trouvant un enfant en détresse, une mère apprenant à sa fille à documenter la vérité, un appareil photo immortalisant des preuves, deux anges de neige côte à côte dans une cour. Tous, à leur manière, veillant contre l'obscurité, s'aidant mutuellement à traverser la tempête. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les retrouvailles dramatiques d'Emily et de Catherine Patterson. L'hiver s'était solidement installé sur Portland, transformant la ville en un paysage immaculé, ponctué de décorations de fin d'année. Michael Donovan se tenait devant le Maine Medical Center, observant son souffle formé de petits nuages dans l'air glacial. Il prenait son courage à 2 mains avant d'entrer. Ce n'était pas sa première visite. Il était venu plusieurs fois durant la convalescence de Catherine, d'abord à la demande insistante d'Emily, puis parce qu'il se sentait réellement concerné par leur sort. Chaque visite suivait un schéma similaire. Emily lui montrait ses dessins ou ses livres, Catherine le remerciait avec émotion de s'être occupée de sa fille, et il parlait de tout sauf du sujet qui planait au-dessus de leur tête, James Mercer et l'affaire Keller. Aujourd'hui serait différent. Catherine allait être libérée de l'hôpital, sa convalescence ayant suffisamment progressé. Elle avait demandé à parler à Michael seul avant de partir s'installer quelque temps chez sa sœur à Boston. « Il est temps que tu saches tout », lui avait-elle dit lors de sa dernière visite, d'une voix basse pour qu'Emily n'entende pas, alors qu'elle coloriait un peu plus loin. À propos de James, et de ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, chez les Keller. Michael trouva Catherine assise au bord de son lit, une petite valise prête à côté d'elle. Le changement physique en 3 semaines était impressionnant. Ses hématomes s'étaient estompés, son bras n'était plus en écharpe, même si elle le bougeait encore prudemment. « Michael », dit-elle avec un sourire sincère, mais teinté de nervosité. « Merci d'être venu. » « Bien sûr », répondit-il en prenant la chaise en face d'elle. « Où est Emily ?» Louise l'a emmenée à la cafétéria pour une glace. Je pensais qu'il serait plus facile de parler sans qu'elle soit là. Les doigts de Catherine s'entortillèrent nerveusement sur ses genoux. Elle va bien, dans l'ensemble. Le psy dit qu'elle est étonnamment résiliente, ce qui ne me surprend pas. C'est une enfant extraordinaire. Michael acquiesça. Elle tient ça de toi. Catherine sourit, fugacement, avant de reprendre un air grave. L'audience préliminaire de James est fixée à la semaine prochaine. Le procureur dit qu'avec mon témoignage et les photos d'Emily, il n'y aura aucun doute sur son maintien en détention jusqu'au procès. Elle marqua une pause. Mais il y a plus dans cette histoire que ce qui nous est arrivé. Bien plus. Michael hocha la tête, l'encourageant à continuer à son rythme. Catherine inspira profondément. J'ai rencontré James il y a 2 ans, dans un groupe de soutien pour les familles victimes de violences. J'y étais à cause du décès de mon premier mari, un cancer, mais qui a viré à l'agressivité et à l'amertume vers la fin. James disait être là parce que son frère avait été tué lors d'un cambriolage. Elle eut un rire amer. C'était un mensonge. Comme presque tout le reste chez lui. Pourquoi ce groupe de soutien ? Demanda Michael. Il te ciblait spécifiquement ? Pas au début. Il y allait pour rencontrer des femmes vulnérables, veuves, mères célibataires, celles sans entourage solide. Facile à manipuler. Son regard croisa directement celui de Michael. Mais quand il a compris mon lien avec Portland, avec le quartier où vivaient les Keller, il a commencé à s'intéresser particulièrement à moi. Et plus tard, après que nous ayons emménagé ensemble et qu'il ait découvert mes coupures de presse sur l'affaire, il est devenu obsédé par ce que je savais. Le pouls de Michael s'accéléra. Tu avais des coupures de presse sur l'affaire Keller ? Mon défunt mari était journaliste au Portland Press Herald. Il avait beaucoup écrit sur l'histoire, interviewé des voisins, rassemblé des infos. Il pensait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la version officielle, des incohérences entre la manière dont Thomas Keller était décrit par ses proches et la façon dont on en a parlé après la fusillade. Elle attrapa un petit carnet sur la table de chevet, qu'elle ouvrit, révélant des coupures de journaux et des notes manuscrites. David, mon mari, gardait des traces détaillées de ses investigations, même de celles qui n'étaient jamais publiées. Après sa mort, j'ai conservé ce carnet, un peu comme un souvenir, mais aussi parce que je partageais son sentiment qu'on n'avait pas fait toute la lumière sur l'affaire Keller. Michael se pencha, toute son attention portée sur elle. Quelles incohérences ? Selon tous ceux qui le connaissaient, Thomas Keller était un homme doux, très attaché à son fils, et qui luttait contre l'alcoolisme. Mais on ne lui connaissait jamais le moindre comportement violent, pas même sous l'emprise de l'alcool. Le voir soudain menacer sa famille avec une arme ne collait pas du tout avec ce qu'on savait de lui.
Michael s'était lui aussi posé la question, à l'époque, mais les preuves étaient accablantes. Thomas Keller tenait une arme, avait refusé de la lâcher, contraignant les policiers à prendre une décision en une fraction de seconde. L'arme, continua Catherine, comme si elle lisait dans ses pensées. C'était une autre incohérence. Thomas Keller détestait les armes à feu. Son frère l'avait confirmé après l'incident, mais on ne l'avait guère écouté. Personne dans la famille ne détenait d'armes, alors d'où venait ce pistolet ? De James, lâcha Michael, comprenant soudain. Ou plus exactement de Rick Richardson, l'ami de James qui travaillait dans la sécurité à l'école de Jamie. Oui, confirma Catherine d'un ton sans appel. On a retrouvé des SMS dans le téléphone de James, que la police possède maintenant. Des messages où James demandait à Rick de placer l'arme chez les Keller le matin même de l'incident. La révélation foudroya Michael. Mais pourquoi ? Quel intérêt aurait-il eu à piéger Thomas Keller ? Le contrôle, le pouvoir, le plaisir de manipuler la vie des gens, répondit Catherine, amère. James est ce que les psys appellent un narcissique malveillant, avec des tendances sociopathes. Il crée le chaos et la souffrance pour se sentir puissant. Elle fit une pause. Mais il y avait aussi un autre motif précis dans l'affaire Keller. James avait une liaison avec Amanda Keller, la femme de Thomas. Michael se renversa sur sa chaise, stupéfait. Ce détail n'était jamais ressorti dans l'enquête. Comment as-tu découvert ça ? En fouillant le stockage en ligne de James. Il n'est pas aussi doué en informatique qu'il le pense. Il y avait des photos. Leur relation durait depuis des mois. Ils s'étaient rencontrés dans un autre groupe de soutien, celui d'Amanda pour faire face à l'alcoolisme de Thomas. James y a vu une opportunité. Amanda commençait à se sentir coupable et voulait rompre pour se consacrer à son mari et son fils. James ne l'a pas supporté. Les pièces du puzzle se mettaient en place, d'une façon atroce. Alors il a orchestré toute cette mise en scène pour que Thomas ait l'air dangereux, sachant que la police interviendrait. Catherine hocha la tête. James a appelé Thomas ce matin-là, prétendant être un ami d'alcoolique anonyme, lui racontant qu'on avait vu Amanda avec un autre homme. Il a nourri la jalousie de Thomas, puis n'a cessé de le harceler au téléphone, l'énervant de plus en plus. Rick a caché l'arme là où Thomas la trouverait. Amanda, vraiment effrayée par la rage inhabituelle de son mari et la découverte d'un pistolet, a appelé le 911. Et nous sommes arrivés, exactement comme James l'avait prévu, murmura Michael, un poids immense pesant sur lui. Nous avons vu un homme armé, agité, refusant d'obéir. James savait parfaitement comment réagit la police face à un signalement de dispute familiale avec arme. Il voulait que Thomas disparaisse, laissa tomber Catherine. Et qu'Amanda, en état de choc et de culpabilité, finisse par dépendre de lui. Il ne s'est pas soucié une seconde du risque pour Jamie. Il s'en fichait, tout simplement. Michael se leva, marchant pour évacuer la tension alors que l'ampleur de la vérité s'abattait sur lui. Depuis 3 ans, il se blâmait pour la mort de Jamie Keller, hanté par une décision prise en une fraction de seconde. À présent, il découvrait que toute cette tragédie avait été orchestrée par un sociopathe uniquement pour assouvir son propre désir de contrôle. Après la fusillade, James a consolé Amanda, jouant les amis compatissants, reprit Catherine. Mais elle était dévastée, se tenait pour responsable d'avoir appelé la police. Elle a rompu avec James et a déménagé quelques mois plus tard. Ensuite, James s'est trouvé une nouvelle cible. Moi. La porte s'ouvrit, interrompant leur échange. Emily entra en sautillant, radieuse en voyant Michael. « Tu es venu » s'exclama-t-elle, courant pour le serrer dans ses bras. « Je te l'avais promis » répliqua-t-il en la serrant doucement. « Louise, c'est ça » dit-il en saluant la sœur de Catherine, une femme fine, aux cheveux blonds comme sa sœur, mais à l'allure plus réservée. Elle hocha poliment la tête. « La voiture est prête. On peut y aller dès que tu veux, Catherine. » Emily regarda tour à tour les adultes, sentant l'émotion dans la pièce. « Vous parliez de James » constata-t-elle. « Oui » répondit Catherine avec franchise. « Et de ce qu'il va se passer maintenant ?» Emily se tourna vers Michael, le visage sérieux. « On va aller à Boston avec tante Louise, mais maman dit qu'on pourrait revenir. Un jour, quand vous retournerez dans le Maine, dit-elle avec hésitation, si nous le faisons, est-ce qu'on pourra te rendre visite quand on voudra ?» Michael promit que oui, et ajouta, en attendant, on peut s'écrire ou se téléphoner, si ta maman est d'accord. Emily acquiesça, apparemment satisfaite de cette réponse. Elle fouilla dans sa poche et en sortit une feuille de papier pliée. « J'ai fait ça pour toi, pour que tu n'oublies pas. »
Michael déplia la feuille et découvrit un dessin soigneusement réalisé. 2 anges de neige côte à côte, l'un petit, l'autre grand, avec les mots Guardian Angels écrits en belles lettres appliquées par Emily, en haut de la page. « Je n'oublierai pas, dit-il, la voix légèrement éraillée par l'émotion. Jamais. » 6 mois plus tard, Michael se tenait dans un couloir de palais de justice bondé, ajustant nerveusement sa cravate. Le procès de James Mercer était entré dans sa phase finale. Les plaidoiries de clôture étaient prévues pour l'après-midi. Le témoignage de Michael, la semaine précédente, avait été éprouvant mais cathartique. Il avait décrit l'incident d'origine impliquant Keller, expliqué comment cela avait mis fin à sa carrière dans la police, et détaillé sa rencontre avec Emily ainsi que son implication ultérieure pour la protéger de James. Les preuves contre James étaient accablantes. Rick Richardson avait accepté de témoigner contre son ancien ami en échange d'une réduction de peine, confirmant le récit de Catherine quant à la façon dont ils avaient manipulé les événements menant à la rencontre fatale entre Thomas Keller et la police. Les messages textes récupérés du stockage en ligne de James constituaient une preuve accablante du complot, et les photographies d'Emily, documentant méticuleusement les sévices subis par elle et sa mère, avaient profondément choqué le jury. Officier Donovan ? Michael se retourna et vit Amanda Keller se tenir à proximité. Elle était revenue à Portland pour assister au procès, présence discrète au fond de la salle d'audience chaque jour. Ils s'étaient parlé brièvement à son arrivée, une conversation maladroite mais salutaire pour tous les deux. « Madame Keller » répondit-il, ressentant toujours un mélange d'émotions en la voyant. « Et s'il vous plaît, appelez-moi simplement Michael, maintenant. » Elle acquiesça et s'approcha. « Je voulais vous remercier pour votre témoignage, pour avoir finalement fait éclater la vérité. » « J'aurais aimé que ça arrive plus tôt, » dit Michael à voix basse. « Moi aussi. » Dans ses yeux se lisait la dure sagesse de celle qui a survécu à une perte inimaginable. « Mais j'ai appris que la vérité finit toujours par se révéler. Et Jamie serait content de savoir que sa mort a finalement mené à la justice, même si cela a pris des années. » Le simple fait de prononcer le nom de son fils ne provoquait plus, chez Michael, ce pincement brutal de douleur qu'il ressentait autrefois. À la place, il y avait une acceptation solennelle, la reconnaissance partagée du drame auquel ils avaient tous deux été mêlés. « Comment vont les Patterson » demanda Amanda. « Je ne les ai pas vus depuis leur témoignage la semaine dernière. »« Ils vont bien » répondit Michael avec un petit sourire. « Ils sont revenus s'installer dans le Maine le mois dernier, à Bath, pas à Portland. Assez près pour qu'on se voit régulièrement, mais assez loin pour que ce soit un nouveau départ. Emily se débrouille bien dans sa nouvelle école, et Catherine a commencé à enseigner à temps partiel au collège communautaire. Et vous, comment allez-vous avec tout ça ? C'était une question que Michael s'était souvent posée au cours des derniers mois. La réouverture du dossier Keller, les révélations sur la manipulation de James, l'exonération officielle qui s'en était suivie. Tout cela avait profondément changé sa vision de la tragédie qui avait défini la seconde partie de sa vie. « Je guéris », dit-il enfin. « C'est un processus. Certains jours sont meilleurs que d'autres. » Amanda hocha la tête en signe de compréhension. « Ça ne s'arrête jamais vraiment, n'est-ce pas ? Le processus de guérison, il ne fait que changer de forme avec le temps. » Avant que Michael ne puisse répondre, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et les gens commencèrent à s'y engouffrer pour la session de l'après-midi. Amanda effleura légèrement son bras. « Merci encore, Michael, pour tout. » Alors qu'elle s'éloignait, Michael aperçut Catherine et Emily entrer dans le palais de justice par les portes principales. Elles le repérèrent aussitôt, Emily lui faisant de grands signes enthousiastes tandis que Catherine lui adressait un sourire chaleureux. Leur vue lui procura cette chaleur familière dans la poitrine, un sentiment de connexion qui lui avait tant manqué. « Michael !» s'écria Emily en courant vers lui avec l'énergie d'un enfant resté trop longtemps en voiture. Elle approchait maintenant de ses 10 ans, elle avait grandi, ses cheveux blonds foncés avaient poussé et étaient attachés en une tresse soignée, mais ses yeux demeuraient les mêmes vifs, observateurs, et désormais remplis d'une joie enfantine qui avait fait défaut lors de leur premier jour ensemble. « Prête pour le dernier jour ?» demanda-t-il, acceptant son étreinte rapide. Emily hocha la tête, solennelle. « Maman dit qu'après aujourd'hui, on pourra enfin laisser ce chapitre derrière nous et se concentrer sur le suivant. »« Ta maman est très sage, » dit Michael, levant les yeux vers Catherine qui venait de les rejoindre. « Elle tient ça de moi, » répliqua Catherine avec un petit sourire. Un humour dans son regard, victoire chèrement acquise après tout ce qu'elle avait enduré. Elle semblait remarquablement différente de la femme blessée qu'il avait réellement rencontrée pour la première fois dans une chambre d'hôpital, 6 mois plus tôt.
Ses blessures physiques avaient complètement guéri, si les blessures émotionnelles mettraient plus longtemps, elle dégageait désormais une force et une sérénité qui traduisaient la reconquête de sa vie. Alors, comment s'est passé le trajet depuis Bath ? Demanda Michael alors qu'ils avançaient vers la salle d'audience. Oliver s'est plaint tout le long, rapporta Emily d'un air sérieux, faisant référence au chat noir qui avait finalement retrouvé sa famille. Il déteste sa cage. Ce n'est pas le seul qui s'est plaint, ajouta Catherine en lançant un regard significatif à sa fille, qui répondit par un sourire irrévérencieux. La banquette arrière, c'est ennuyeux, expliqua Emily à Michael. Et maman n'a pas voulu me laisser prendre ma tablette. La normalité de cet échange, une mère et sa fille en désaccord typique sur l'occupation d'un trajet en voiture, frappa Michael comme la chose la plus réparatrice qui soit. Après tout ce qu'ils avaient traversé, ces petits moments ordinaires représentaient un triomphe sur le chaos et la peur qu'avait provoqué James. À l'intérieur de la salle d'audience, ils prirent place au premier rang. James était déjà à la table de la défense, sa prestance autrefois imposante désormais réduite par des mois de détention et le poids des preuves accablantes contre lui. Il jeta un bref coup d'œil par-dessus son épaule, son regard glissant sur eux sans grande reconnaissance, comme s'ils n'étaient que des accessoires dans un drame dont il se croyait le centre. Quand le juge fit son entrée et que la séance commença, Emily glissa sa main dans celle de Michael, un geste devenu habituel lors de leurs visites régulières ces derniers mois. De l'autre côté, Catherine posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille. Tous trois, unis par les circonstances et par choix, faisaient face ensemble à l'homme qui avait causé tant de souffrances dans leur vie. Les plaidoiries finales se déroulèrent comme prévu. Le procureur égrena méthodiquement la montagne de preuves contre James. La défense tenta, sans grande conviction, de semer un doute raisonnable. Lorsque le jury fut finalement envoyé délibérer, tout le monde s'attendait à un verdict rapide. Dehors, dans le couloir, Michael, Catherine et Emily s'assirent ensemble sur un banc, dans un silence complice qu'ils avaient appris à partager au fil de leurs moments passés côte à côte. Il n'était pas nécessaire de revenir sur les preuves ni de spéculer sur l'issue, ils se contentaient d'exister dans l'instant, puisant leur force dans la présence des uns et des autres. Quoi qu'il se passe là-dedans, dit finalement Catherine, ça ne change pas ce qu'on a déjà accompli. Nous sommes débarrassés de lui, quel que soit le verdict. Michael opina. Vous avez reconstruit vos vies. C'est ça, la vraie victoire. Emily, qui était restée inhabituellement silencieuse, leva les yeux vers les deux adultes avec sa franchise caractéristique. On va quand même manger une glace après ça, peu importe ce que dit le jury. La simplicité de la question, si enfantine dans ses priorités, fit rire Catherine et Michael, un rire vrai, libérateur, qui ressemblait à un cadeau. Absolument, assura Catherine. La glace n'est pas négociable. Bien, dit Emily avec satisfaction, parce que je pensais à de la pâte à cookies au chocolat depuis ce matin. Comme on s'y attendait, le jury revint après moins de 2 heures. Tout le monde rentra dans la salle, où un silence tendu tomba tandis que le juge demandait le verdict. Pour l'accusation de tentative de meurtre au premier degré, nous déclarons l'accusé coupable. À mesure que la liste des chefs d'accusation se poursuivait, agression, enlèvement, complot et enfin, en lien avec l'affaire Keller rouverte, complot en vue de commettre un meurtre, Michael sentit un poids s'envoler de ses épaules à chaque déclaration de culpabilité. Il ne s'agissait pas seulement de punir James, mais aussi de rendre justice à Thomas Keller, à Jamie, à Catherine et Emily, et d'une certaine façon, à Michael lui-même. Quand ce fut terminé et que James fut emmené menottes au poignet, ayant l'air petit et quelconque sans son vernis de charme et de contrôle, Emily tira sur la manche de Michael. « C'est l'heure de la glace, maintenant ?» demanda-t-elle, ses priorités bien établies. « Oui, il est grand temps d'aller manger une glace », approuva Michael en se levant et en tendant la main à Catherine, qui la saisit avec un sourire. Dehors, devant le palais de justice, des journalistes s'étaient rassemblés dans l'espoir d'obtenir des déclarations des témoins clés. Michael avança pour protéger Catherine et Emily des caméras, mais Catherine posa doucement une main sur son bras. « C'est bon, dit-elle. Nous n'avons plus rien à cacher. » Elle s'adressa brièvement aux journalistes, d'une voix posée et digne. « Aujourd'hui, justice a été rendue, pas seulement pour ma fille et moi, mais pour toutes les victimes de James Mersey, y compris la famille Keller. Nous demandons qu'on nous laisse tranquilles, afin que nous puissions continuer à guérir et reconstruire nos vies. » Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, se dirigeant vers une petite glacière au coin de la rue, Emily entre deux, Michael repensa à ce parcours étrange, douloureux et pourtant, au final, porteur de rédemption, qui les avait menés ici. « Merci, dit-il doucement à Catherine. Elle lui lança un sourire interrogateur. « Pourquoi ?
Précisément. Pour m'avoir fait confiance en me racontant ton histoire, pour m'avoir permis de faire partie de vos vies, pour... Il s'interrompit, cherchant les mots justes. Pour m'avoir aidé à me retrouver. Le visage de Catherine s'éclaira d'une compréhension pleine de douceur. Je pense qu'on s'est tous aidés mutuellement à nous retrouver, ou plutôt à aller de l'avant, ce qui est sans doute plus exact. Devant eux, Émilie était déjà arrivée devant la boutique de glace et leur faisait signe avec impatience. « Dépêchez-vous. Ils ont une nouvelle saveur aujourd'hui. » Ils accélérèrent le pas pour la rejoindre et pénétrèrent dans la boutique lumineuse et joyeuse, qui embaumait la gaufrette sucrée et toutes les possibilités. Tandis que Michael regardait Émilie réfléchir très sérieusement au parfum qu'elle choisirait, avec Catherine à côté d'elle, proposant des mélanges toujours plus farfelus qui faisaient rire sa fille, il ressentit une paix qu'il avait fui pendant 3 ans. L'affaire Keller ferait toujours partie de lui, la tragédie de ce jour-là, la décision d'une fraction de seconde qu'il ne pouvait annuler, même avec la certitude qu'elle avait été orchestrée par la manipulation de James. Mais elle ne le définissait plus entièrement. Il avait désormais de la place pour d'autres choses, l'amitié, le mentorat, la simple joie de déguster une glace par un après-midi d'été en compagnie de personnes qui comptaient pour lui. Plus tard, alors qu'ils étaient assis à une petite table à l'extérieur, Émilie leur décrivit avec force geste de grands projets pour son 10e anniversaire, geste si vif qu'il menaçait sa glace en équilibre précaire. Catherine croisa le regard de Michael par-dessus la tête de leur fille, son expression exprimant un remerciement silencieux et une entente profonde. À cet instant, Michael réalisa qu'ils avaient créé quelque chose de précieux ensemble, pas une famille traditionnelle, peut-être, mais un lien choisi, bâti sur le respect mutuel, les expériences partagées et une affection sincère. Les anges gardiens du dessin d'Émilie étaient devenus quelque chose de réel et de durable. L'avenir restait à écrire. Catherine lançait sa nouvelle carrière d'enseignante, Michael venait d'accepter un poste dans la division de sensibilisation communautaire du service de police, et Émilie s'épanouissait dans sa nouvelle école, son intelligence naturelle et sa résilience l'aidant à dépasser les traumatismes de ses premières années. Quelles que soient les voies qu'ils emprunteraient désormais, Michael savait qu'ils continueraient de faire partie les uns des autres, non plus liés par le drame qui les avait initialement réunis, mais par la guérison qu'ils avaient trouvée ensemble. Émilie acheva sa glace et leva les yeux vers les adultes, la bouche barbouillée de chocolat. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, toute l'ouverture et les possibles d'une histoire qui commençait plus tôt qu'elle ne s'achevait. « Maintenant » répondit doucement Catherine en essuyant le visage de sa fille avec une serviette, « on rentre à la maison. » Le simple mot « maison » portait un sens profond, pas seulement un lieu physique, mais un état d'être, d'appartenance, de sécurité, durement gagné et jalousement protégé. Tandis qu'ils marchaient ensemble dans l'après-midi estival, laissant derrière eux le palais de justice et ses fantômes, Michael songea aux anges de neige réalisés quelques mois plus tôt, leurs empreintes avaient depuis longtemps fondu, mais leur message demeurait, préservé dans le dessin minutieux d'Émilie et dans les liens qu'ils avaient forgés. Guardian Angels, les avait-elle appelés. En observant la femme résiliente et l'enfant remarquable à ses côtés, Michael pensa que c'était peut-être ce qu'ils avaient été les uns pour les autres. Des gardiens contre l'obscurité, des guides dans la tempête, des compagnons de route vers la lumière qui se trouvait au-delà.